Et bonsoir à tous, on se retrouve comme d'habitude dans votre émission d'actu, culture et société, ça bouge pas, c'est tous les mardis 19h-21h. Je suis So Spencer et je suis toujours avec Florence et Leïla. Salut. Et les meufs, soleil sur nous. Hey, ouais, comme diraient les Sénégalais. Hey, ouais, soleil sur nous. Les filles, non mais ça fait trop du bien. Ouais, moi aussi je suis trop contente. Mais il faut nous voir, ils nous voient pas, enfin à part si vous nous regardez sur mon.fr. On est en non mais on est toutes à poil. Mais oui. Mes bras nus sur nous. On montre les bras. Mais bien sûr, la mélanine. En tout cas, on est bien contente. Et au menu, justement pour aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. À commencer par le mois des fiertés. Chaque année en juin, le mois des fiertés LGBTQ+ est célébré dans le monde. Alors on va revenir sur les origines de cet événement. Et puisque cette année, le mois des fiertés s'inscrit aussi dans un contexte d'offensive transphobe, Leïla a décidé d'enquêter sur la transphobie, qui n'est pas à prendre à la légère, puisqu'on en dénombre en moyenne une agression physique transphobe tous les 2 jours. Et Flo, de ton côté, avec la sortie de la saison 3 de Drag Race, tu vas nous expliquer en quoi le drag est un art politique. Yes, et on va voir si on dit oui ou si on diverge. C'est qu'on la rêve. Voilà. Let's go. Au fait que le drag soit de plus en plus mainstream. Et bah ça promet. C'est officiel, Thibaut InShape est devenu le premier youtubeur français devant Squeezie. Alors si celui qui s'est fait connaître grâce à ses contenus sportifs est aujourd'hui le roi du YouTube Game, il est aussi régulièrement accusé de promouvoir des positions conservatrices et masculinistes dont tu vas nous parler, Florence. Et justement par rapport à la représentation des femmes, Leïla, tu vas nous dire si le YouTube Game est définitivement un boys club. Ouais, et ce qui fait un peu peur, c'est que figurez-vous que bizarrement, le youtubeur qui respecte le plus la parité homme-femme dans ses vidéos, c'est Thibaut InShape. C'est ce qu'on va voir. Les Jeux paralympiques auront lieu du 28 août au 8 septembre 2024, alors que pour les Jeux olympiques de juillet, les places se sont vendues comme des petits pains. Et la situation est différente pour les compétitions paralympiques. Pourquoi le parasport est-il moins médiatisé? Quel sport favorise aussi la pratique mixte avec des personnes valides et en situation de handicap? Ce sera notre 3e sujet du jour. La Française Sophie Adno vient d'être sélectionnée par l'Agence spatiale européenne pour partir 6 mois dans l'espace au printemps 2026. À 41 ans, c'est seulement la 2e femme française à accomplir cet exploit. Et justement, on va voir avec toi, Leïla, pourquoi les femmes sont aussi peu présentes dans le domaine de l'aérospatial. Et Flo, de ton côté, tu vas nous parler de l'aspect environnemental de la conquête spatiale. C'est assez complexe. Ah ouais. Allez, tout ça et bien plus encore, c'est dans la suite de La pluie et le beau temps. C'est parti. La pluie et le beau temps. La pluie et le beau temps. Alors aujourd'hui, on est le 4 juin 2024. On est donc officiellement entré dans le mois de la Pride. Tous les ans, au mois de juin, on célèbre partout dans le monde la diversité et l'amour universel. Si cette célébration est essentielle pour certains, en vrai, peu de gens savent vraiment pourquoi on célèbre les communautés LGBTQIA+ chaque année en juin. Donc aujourd'hui, on va revenir rapidement aux fondamentaux. Alors le mois des fiertés, c'est quoi? Je l'ai dit plus tôt, c'est d'abord une célébration des communautés LGBTQIA+, mais c'est aussi un devoir de mémoire pour mettre en avant les discriminations passées et surtout ça reste un combat pour faire disparaître celles qui existent encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans son rapport de 2024, l'organisme SOS Homophobie a recensé 2377 cas de LGBTophobie qui regroupent du coup des témoignages et des agressions en France pour l'année 2023. Exactement. Et l'objectif du SOS Homophobie, c'est justement de dénoncer l'inaction politique qui ne met pas forcément en place des politiques chiffrées et inclusives. D'ailleurs, je rappelle que c'est qu'en 1990 que l'Organisation mondiale de la santé a retiré l'homosexualité de sa liste des maladies mentales. Mais quand même, c'est vrai que depuis longtemps, la communauté LGBTQIA+ dénonce un mal de vivre profond dans la société. Et c'est justement pour ça que la marche des fiertés existe depuis maintenant 54 ans. Ouais, et du coup, tout ça a commencé aux États-Unis après les émeutes de Stonewall. Ouais, c'est ça. Alors pour vous expliquer cet événement, ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit du 27 au 28 juin 1969, la police est venue et a arrêté des clients du Stonewall Inn. Donc en fait, c'était un bar gay à New York. Et pour la première fois, en fait, malgré que ces arrestations étaient habituelles, les clients ont décidé de plus laisser faire. Et à ce moment-là, des émeutes sont arrivées. Et c'est à partir vraiment de là que le mouvement pour les droits LGBTQIA+ est arrivé. Ouais, et c'est ça qui a donné lieu à la marche des fiertés, du coup. Ouais, c'est ça. Et la toute première, elle s'est déroulée à New York le 28 juin 1970. C'était pile poil avant les émeutes que je viens de vous raconter. Et la toute première, elle s'appelait d'ailleurs la Christopher Street Liberation Day March. En fait, c'était en l'honneur du nom de la rue où se trouvait le fameux bar. Mais après, on a appelé ça la Gay Pride et c'est arrivé en 1972 en Europe, enfin en Allemagne plus précisément. Et aujourd'hui, en 2024, on appelle ça la marche des fiertés. C'est vraiment pour englober toutes les orientations sexuelles en dehors de l'hétérosexualité. Et justement, il y a des marches qui sont organisées en juin dans le monde entier. À Paris, ce sera le 29 juin prochain. Est-ce que vous avez prévu d'y aller? Bien sûr. Moi, j'ai même un stand avec mon asso en avant toutes. Okay. Venez, on sera sur
un char et on va bien s'amuser. Oh, Ok. tu vas te maquiller, tout ça, la totale. Incroyable. j'en ai Bah, trop hâte de devoir danser sur un char. Grave. C'est pour ça qu'elle ne pose pas la question à Lélia, parce que oui, elle va venir voir ce Et magnifique elle sera char-là. sur le char en Et toi mini-char. aussi. Alors, sur le char, je pense pas, je suis timide. Elle sera Mais dans je les vais être en sous-sols. train de t'encourager. Ah, merci. Et bien, ça sera le 29 juin Ouais. à Paris. Mais en tout cas, il y a d'autres villes en France qui ont commencé les festivités, comme à Bordeaux ou encore à Besançon. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter le témoignage de Lucie à Besançon. Moi j'ai mis du temps avant de le comprendre, j'ai mis 23 ans avant de comprendre qui j'étais. Donc j'ai commencé ma transition médicale, ma transition sociale. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et maintenant je m'affiche en tant que la personne que je suis, c'est-à-dire Lucille, 23 ans, une femme. Alors, Lucie, c'est Lucie ou Lucille? Je crois que Lucille, moi j'ai j'ai entendu. Ouais. Lucille. C'est Lucille, elle l'a dit, elle a mis du temps à comprendre sa transidentité. Et justement à ce sujet, le rapport de l'asso SOS Homophobie a indiqué que la transphobie, ça continue d'être un sujet majeur. Et c'est justement le deuxième problème le plus représenté dans les témoignages. Et d'ailleurs à ce propos, mardi dernier, le Sénat a adopté une proposition de loi de la droite sénatoriale. Et cette loi en fait, elle vise à encadrer les transitions de genre chez les mineurs. Le texte, il est composé en gros de 4 articles qui encadreraient strictement la prescription des bloqueurs de puberté aux mineurs dans des centres de référence spécialisés. Bien sûr, ce texte il a été considéré comme transphobe par la gauche. On écoute tout de suite Mélanie Vogel, sénatrice écologiste. Les personnes trans existent et que vous ne pouvez rien pour l'empêcher et qu'aucune loi ne pourra le faire. Car de l'exacte même manière qu'aucune loi n'a jamais empêché les homosexuels d'être en couple, d'avoir des enfants, les femmes d'interrompre leur grossesse, aucune loi ne peut empêcher les trans d'exister, ni de transitionner, ni quand ils sont majeurs, ni quand ils sont mineurs. Alors Leïla, la transidentité c'est un sujet qui suscite énormément de polémiques. Pourquoi ? Ouais, et en fait c'est un sujet qui a été pris à bras le corps par la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio, et en fait elle estime qu'aujourd'hui on va trop vite et qu'on dirige trop vite les jeunes vers la transition plutôt que les accompagner psychologiquement. Et en fait elle assume même d'avoir confié le travail de recherche à l'Observatoire de la Petite Sirène. Donc pour ceux qui savent pas, c'est une association qui est opposée à la transition de genre de base. Alors est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura rien de très objectif ? Ça concerne combien de mineurs en France ? Alors c'est compliqué parce qu'en France il n'y a pas encore de données officielles sur le nombre de jeunes concernés par la transidentité. On n'a que les chiffres transmis par les différents centres d'accompagnement de mineurs en transition. Et par exemple, à la Pitié-Salpêtrière, donc à Paris, il y a eu 239 patients suivis sur ces 10 dernières années. Et parmi ces 239, moins d'1 sur 2 a eu recours à des bloqueurs de puberté. Et dans un délai de 10 à 14 mois, après concertation avec des spécialistes différents ou encore les familles. Ok, alors j'aimerais bien que tu nous expliques ça provoque quoi exactement les bloqueurs de puberté ? Alors déjà, c'est des hormones de synthèse qui empêchent la stimulation des gonades, donc des ovaires ou de testicules, et la sécrétion d'hormones sexuelles comme les oestrogènes et la testostérone. Et en fait, on les prescrit aux mineurs trans à partir de 8 ans et jusqu'à leurs 14 ans. D'accord. Et en France, on n'y a recours que depuis les années 2010 alors ? Ouais, alors qu'aux Pays-Bas, par exemple, on y a recours depuis les années 90. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment de diminuer la souffrance d'un jeune face aux changements corporels qu'entraîne la puberté. Donc la poitrine, les poils, la voix ou la masse musculaire. Et tout ça en lui permettant de prendre le temps d'explorer son identité, sachant que le traitement il peut être interrompu à tout moment et que la puberté elle reprendra là où les bloqueurs l'avaient stoppé. Ok, et est-ce qu'il y a des effets indésirables ? Parce qu'en gros, l'argument premier des LR c'est de dire qu'on n'a pas assez de recul et que ça pourrait être dangereux pour ces gens. Ouais, les médecins ils précisent que les bloqueurs de puberté ils peuvent provoquer des bouffées de chaleur, de la fatigue, des maux de tête et des sautes d'humeur. Et comme tu le disais, les sénateurs LR ils brandissent l'argument du manque de recul et qu'on ne connaît pas assez les effets des bloqueurs de puberté. On ne sait pas ce que ça peut faire au cerveau à moyen et à long terme, alors qu'aucune donnée n'a montré des déficiences à ce niveau-là chez les adultes qui ont été soumis à ces traitements. Et surtout qu'il y a d'autres traitements où on n'a pas 70 ans de recul, mais ces traitements-là, ils posent pas de problème. La loi pour interdire le recours aux bloqueurs de puberté, c'est vraiment juste pour mettre des bâtons dans les roues aux personnes trans finalement. Exactement, parce qu'en médecine, c'est fréquent qu'on manque de données à long terme. Regardez la pilule. Je te jure. Mais en gros, ça n'empêche pas la recommandation de traitement, et c'est aussi pour ça que les labos et les spécialistes ils sont attentifs et ils essaient de les actualiser régulièrement. Et surtout que dans le cas des bloqueurs de puberté, les médecins ils sont unanimes. Les jeunes qui sont suivis vont psychologiquement et socialement mieux une fois qu'ils commencent à les prendre. 80% des jeunes disent se sentir mieux, et on remarque qu'on a une baisse de pensées suicidaires, de dépression et de phobie scolaire.
Parce qu'en fait, les bloqueurs de puberté, ils permettent aussi de marquer un vrai tournant social dans la vie d'un jeune, parce que ça officialise sa transition auprès de ses camarades, ses profs, ses amis. Et d'ailleurs, les sénateurs LR, ils voudraient aussi abroger la circulaire Blanquer, donc qui est en place depuis 2021, et qui permet aux élèves trans d'être appelés par les prénoms qu'ils ont choisis plutôt que ceux qui sont inscrits à leur état civil. Ils appellent ça le dead name, ouais, généralement. Voilà. Et c'est vrai que les sénateurs LR parlent aussi du regret, et ils disent qu'avant 18 ans, on est incapable de savoir si on veut vraiment changer de sexe, si c'est définitif, et ils savent pas si on peut changer d'avis. Oui, alors que ça arrive pratiquement jamais. Le docteur Chambry, du coup, du Centre intersectionnel d'accueil pour les adolescents à Paris, il dit même qu'en 15 ans, il n'a vu que 2 patients sur 200 regretter leur parcours de transition. Donc je pense que dire que les jeunes ne sont pas assez matures pour savoir ce qu'ils veulent ou ce qui leur permet de se sentir bien, c'est très méprisant. Et en fait, les bloqueurs de puberté, ils sont prescrits aux préados en questionnement, mais c'est dans des conditions très précises. C'est pas juste tu te poses une question et on te les donne le lendemain. Et c'est surtout pour les soulager. Donc je comprends pas pourquoi pas continuer dans cette voie, tout simplement, plutôt que de prendre le risque de plonger des centaines d'enfants dans la détresse psychologique. C'est clair. En tout cas, il y a eu ce débat aussi au Royaume-Uni. Ouais. Et finalement, eux, ils ont tranché. Et du coup, depuis le 1er avril, la prescription régulière de tous ces bloqueurs de puberté dont tu nous parles à des mineurs, ça a été interdit. Ils ont décidé que c'était terminé, quoi, maintenant. Ouais, pourquoi ils ont fait ça, du coup ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une explosion du nombre de consultations, donc dans un lieu spécial qui s'appelle le Gender Identity Development Service. En fait, c'est l'un des plus anciens services au monde pour la prise en charge des enfants et des ados transgenres au Royaume-Uni. Et selon le service de santé britannique, il y a un manque de données, à ce qui paraît. Il y a un manque de données sur la sécurité de ces produits et surtout sur le suivi des jeunes pendant un tel traitement. Du coup, ils ont décidé qu'à partir de maintenant, tous ces traitements seraient distribués vraiment de manière exceptionnelle et au cas par cas. Tu vois. Ouais, c'est les mêmes arguments un peu que la droite en France, quoi. C'est ça. Mais du coup, là-bas, il y a certaines assos conservatrices qui sont contentes et elles ont salué la fin d'une ère d'expérimentation médicale, du coup, sur les ados. Et il y a d'anciens patients qui regrettent aussi leur transition et qui ont aussi salué cette décision. Ouais, pour le coup, là, on fait face à des gens qui ont regretté, contrairement à la France où il y en a assez peu. Et certains patients ont même dit qu'ils avaient eu l'impression d'être traités comme des rats de laboratoire. Alors, c'est vrai que ça pose quand même la question. Mais j'avais vu récemment une émission, je crois que c'était sur la 6, sur justement les personnes transgenres. Déjà, c'est fou que cette émission ait existé. C'était genre le débat de leur existence. Ouais, c'est ça. Mais c'était clairement ça. C'était quoi ? Et il y avait j'ai raté ça Où est-ce que je vis ? Mais c'était il y a quelques mois. Je crois que c'était déjà en début 2024. Il y avait justement des gens qui parlaient du fait que c'était vraiment genre c'est définitif en fait. Et il y avait des gens qui expliquaient qu'ils avaient regretté. Mais effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, ils sont assez peu. Tu vois. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est pas plutôt un problème dans l'accompagnement dans ce cas-là ? Moi, je pense. Pour moi, c'est dans l'accompagnement qui n'a pas été fait de manière assez profonde. Mais pourtant, ils sont suivis. Je crois qu'ils ont des suivis psycho. Bah oui, évidemment. Et c'est pas quelque chose qui se fait à la légère. C'est pour ça que. Après, c'est humain aussi de. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus définitif. Si t'as le droit de changer d'avis, en vrai. C'est vrai exactement. T'as le droit de changer d'avis. Bien sûr. Et je pense que ça peut se faire à n'importe quelle. Je pense aussi. Étape du processus. Mais je trouve aussi qu'on surreprésente les gens qui changent d'avis. Genre là, on parle ceux qui ne changent pas d'avis. Voilà. On parle de 2 personnes. Je te jure. Et ils en font vraiment un argument pour contrer des lois qui finalement aide énormément de gens, quoi. Tu l'as dit, il y a moins de demandes, de pensées suicidaires, etc. Parce qu'on sait qu'ils sont dans un mal-être profond, quoi. C'est triste. Et puis même, je comprends pas ce délire de vouloir juste empêcher la vie. Non, mais d'une majorité de gens qui... En plus, ça aura aucune incidence sur la tienne. Ça aura aucune incidence sur la tienne. Quand elles prennent pas ces bloqueurs de puberté, ça... disent, genre, on n'a pas le recul à moyen et long terme, mais en fait, t'as le recul à moyen et long terme de la détresse psychologique de quelqu'un. Oui, ça peut aller très loin. Donc, il y a un moment aussi où c'est une question de survie. Oui, et même, surtout que là, il y a des gens qui sont adultes et qui ont commencé et qui ont eu recours à ces traitements-là et qui, aujourd'hui, sont adultes et vont très bien. Ils vont très bien, mais je sais pas pour vous, mais personnellement, j'avoue, j'ai découvert ce sujet-là beaucoup sur TikTok grâce aux influenceurs, aux créateurs de contenu qui sont concernés directement par ce sujet. Et j'en suis une qui s'appelle Nina. Je sais pas si vous voyez c'est qui. Ah, moi je vois qui c'est. Je crois que je tombe sur elle sur Instagram. Moi, c'est toi qui m'en a déjà parlé. Ouais, mais je l'aime trop. Genre, en fait, j'apprends grave des trucs sur ça parce qu'elle en parle vraiment librement. Mais surtout que leurs paroles, on les entend pas. Elles sont tout le temps confisquées. C'est des personnes qui parlent à leur place, mais en soi, mais en plus, ce qui est cool, je crois que c'est elle. En gros, c'est que ses abonnés qui lui posent des questions. Et elle répond. Et du coup, c'est que des questions qu'on peut se poser nous dans la vie de tous les jours.
mais clairement, et elle répond vraiment de manière bienveillante et tout. En plus, elle est en couple, du coup, avec un homme cis qui l'accepte totalement, qui est carrément au courant de son passé et tout, et c'est hyper bienveillant. En tout cas, moi, je la kiffe. Elle s'appelle Nina sur Nina, TikTok. si tu nous écoutes. Voilà, Nina, Viens nous voir, Nina. 19h14, vous écoutez La pluie et le beau temps, on débriefe toute l'actu culture et société sans tabou avec Flo et Leila. Alors après avoir tout gagné aux victoires de la musique en février dernier, Zao de Sagazan a dévoilé sa reprise d'un célèbre titre de David Bowie en ouverture du Festival de Cannes. On a décidé de rester dans le thème, hein. Flo, ça a choisi ce son. Et voilà, donc là, c'est une reprise de David Bowie. Zao de Sagazan, Modern Love, c'est tout de suite sur Move. Allez, il est 19h19 et on continue en direct de La pluie et le beau temps. On débriefe toute l'actu, culture et société. Et quoi de plus actuel que le mois de la Pride en ce 4 juin 2024. Chaque année d'ailleurs, la plus grande compétition de drag queen au monde revient sur nos écrans. Et ouais, le coup d'envoi de Drag Race France saison 3 a été donné ce vendredi 31 mai 2024 sur France 2. On l'écoute. Depuis 2 ans, Drag Race France a conquis le public. C'était émouvant, c'était drôle. Réunissant des millions de fans en France et dans le monde entier. Ce que vous êtes en train de faire ce soir, c'est une révolution. À l'issue d'une saison 2 mythique, aujourd'hui, c'est une des stars que j'ai eu en face de moi. Et d'une finale historique, Keyona est devenue la nouvelle grande reine du drag français. Mais le temps est venu pour notre reine de transmettre son titre et de passer le flambeau. Mais Keyona, nos stars en fait. Keyona, grave notre star. Mais... En plus, moi j'ai croisé un bol incroyable. C'est vrai? Trop belle. Ah, trop bien. Alors... Déjà, moi, à chaque fois, je la vois, je suis en mode. Mais comment on peut se maquiller comme ça? S'il te plaît. Genre, moi, j'aime trop sa vibe. Fais des tutos. Fais que des tutos. Arrête. Elle est archi good vibes et j'ai encore plus appris à l'aimer avec Danse avec les stars. Ah, moi j'ai pas regardé. Ouais. Bah, en fait, il y a eu tellement de polémiques. Elle était trop en mode. Moi, je suis chill en fait. Tu vois, moi, j'aime tout le monde. Je suis là pour danser et je dead en fait, bitch. Tu vois, donc c'est franchement vraiment star sur nous, ouais. Mais qui va gagner le titre de la meilleure drag queen cette année après elle? Alors, pour savoir et découvrir l'univers de chacune des candidates, rendez-vous tous les vendredis 19h sur France TV et 22h55 très précisément sur France 2. Alors, je vous demande pas si vous aimez le concept de Drag Race. Moi, je suis fan. J'aime pas, je suis fan. Moi, je connaissais pas du tout avant la première saison. Ok. Et après, moi, je suis une meuf des tutos. Donc moi j'aime trop regarder, moi je regarde pour le maquillage, je regarde pour les cheveux, les tenues, voilà, je regarde, et tout. Vraiment je regarde pour le truc visuel. Ouais, c'est spectaculaire de ouf. Alors Flo, toi t'es fan et du coup tu sais bien sûr que Drag Race en France c'est une déclinaison de RuPaul's Drag Race aux États-Unis, hein, c'est le concours télévisé de drag queen qui cartonne depuis 2009. On le sait, c'est du show à l'état pur, on vient de le dire avec toi Leïla, mais quand on s'y intéresse vraiment, est-ce qu'on peut dire que le drag est politique? Ah bah oui ma belle. Non mais déjà dans cette émission légendaire, comme on dit, Drag Race, est bourrée de messages inclusifs hyper intenses. Et vraiment, c'est l'incarnation de l'expression passer du rire aux larmes. Enfin, moi, je fais que rigoler et pleurer. Et c'est trop chouette parce que ça peut aussi ouvrir les yeux à des personnes qui sont pas éduquées en fait sur ces sujets, du coup, LGBT. Et en plus, ça rend visible la scène drag en France, donc on adore. Et justement, derrière les paillettes, les talons XXL et les perruques folles, c'est très politique. Le drag, qu'on soit une femme, un homme ou une personne non binaire, c'est de l'art. Et en fait, c'est l'art de se transformer en un personnage extravagant qui joue avec les codes du genre. Et rien que cette transgression du coup des normes, c'est politique en soi, puisque ça revient à revendiquer le droit d'exister en fait dans une société qui le permet pas. Après, ça veut pas dire que tous les artistes drag sont militants, hein. Mais bon. Et vous les filles, par exemple, j'ai une question. Ce serait quoi votre nom de drag si vous deviez participer? Moi, très girl du Bronx, ce serait LaQuisha. Ou Lady Spencer. Ouais, moi je sais pas, je me dis ça serait un truc mignon en rapport avec ma taille, genre tiny, un truc comme ça, tu vois. Et toi? Moi en fait, ça vient d'un pote, il faut que je le crédite, du coup il s'appelle Luc. On veut faire un duo où lui c'est Maud tête et moi c'est Maud gorge. Donc ça fait Luc, je te dis pas ce que je pense. Écoute, c'est original. Merci Luc pour le bureau des idées. Merci Flo. On repassera. Voilà, on repassera. C'est gentil, hein, mais on n'est pas ensemble. En tout cas, tu performeras pas avec nous. Gorge. On peut pas avoir la Keisha, Tiny, et Maud gorge. Mais non, mais ça a fait un jeu de mots. Maud. Mets-toi sur le côté. Mets-toi sur le côté. Tu n'es pas avec nous. Bon allez, un peu plus sérieusement Flo. C'est vrai que là tu viens de dire que être drag
c'est revendiquer le droit d'exister. Moi, je trouve ça ouf quand même qu'on doit revendiquer le droit d'exister. Non mais laisse tomber. Imagine, tu provoques de la violence chez les gens que tu croises juste parce que t'as le culot d'être toi. C'est ça. Imagine. Et ben en fait, c'est ce que vivent les artistes drag. Et ça depuis toujours. Il faut sachez que c'est un art qui s'est développé. Florence, humoriste. Non mais plutôt du coup début 20e aux États-Unis notamment, d'où les anglicismes voguing, ballroom, lip sync et mais je suis trop nulle en anglais et slay. 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 Et à l'époque c'était une pratique complètement clandestine. Le tournant ça a malheureusement été la descente de flics qui a viré à l'émeute le 28 juin 69. On en parlait tout à l'heure. C'était dans le bar gay Stonewall Hill. Mais ce qui est génial c'est que ça a aussi été le point de départ des mouvements pour les droits LGBT justement. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'année suivante en 70 qu'il y a eu la première Gay Pride. Ouais, et les artistes drag étaient au premier rang, ils sont vraiment devenus un symbole de liberté et c'est aussi à partir de ce moment-là que certains ont décidé de mettre leur performance au cœur de leur lutte politique en fait, comme par exemple les sœurs de la perpétuelle indulgence. Donc elles, leur ambition c'était en fait de parodier l'église pour alerter sur le VIH. Ok, et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, le drag est vraiment rentré dans la pop culture. Aujourd'hui, on peut même dire qu'il est devenu mainstream en vrai. Ouais, d'ailleurs, certains disent que sa mainstreamisation, ça enlève tout le côté subversif. Et c'est vrai que rendre visible le drag, ça peut le menacer. Déjà, le premier risque, c'est de se dire que, en fait, pour qu'on lui donne accès à l'espace public, faut que ce soit via du divertissement. Sauf que la queeriness, entre guillemets, c'est pas qu'une esthétique et c'est encore moins pour amuser les hétéros. D'autant plus que, faudrait pas que le mot queer, ça devienne un fourre-tout qui englobe et les artistes et le public hétéro. Mais grave, surtout que paradoxalement, j'ai l'impression que tout devient queer, mais on n'entend pas forcément les plus concernés. Non, mais c'est clair, sachant que certains artistes drag, ils lissent de plus en plus leurs pratiques pour convenir au grand public. C'est quelque chose qu'on observe aussi dans le choix des lieux. Par exemple, il y a des comités d'entreprise qui viennent chercher des drags pour animer leurs soirées et on peut se demander si le public, il est pas content de voir les performances ou juste il aime voir, des choses qu'il a pas l'habitude de voir. Comme à l'inverse, le queer, ça devient de plus en plus mix et pourquoi pas, hein. Mais à la fois, accueillir un public hétéro qui a pas forcément les codes, c'est aussi accueillir un public qui peut mal se comporter. Donc c'est relou. En fait, c'est plus une safe place comme on dit. Et vous, est-ce que par exemple c'est quelque chose auquel vous pensez si jamais vous devez vous rendre dans un lieu queer, de vous dire peut-être je suis pas à ma place finalement? Moi je me dis pas que je suis pas à ma place, mais je me dis ok, fais-toi petite et regarde, tu vois. Ouais. Genre, s'il y a des trucs que tu connais pas, tu vas les apprendre, mais genre, viens pas écraser les gens sur des trucs que tu connais pas. Ouais, grave. Moi, je les ai trouvés grave accueillants les peu de fois où j'ai pu aller dans ce genre d'ambiance. Je les ai trouvés grave, mais vraiment en mode, trop accueillants. Et j'étais là, en vrai, c'est grave cool, tu vois, genre, parce que je connaissais pas plus que ça, tu vois. Moi aussi, j'adore ce genre d'ambiance, mais après, je pense qu'il y a des lieux à respecter. Et moi, j'ai une anecdote un peu triste. Un jour, je suis allée dans une sorte de boîte et tout, et c'était une soirée spécifique. Et moi, oui, je suis hétéro, machin et tout. Et au final, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais franchement, c'est dégueulasse que tu sois là et tout. Oh, mais quoi, sérieux? Ah. Mais attends, mais non, t'as été discriminée, ma belle. Mais non, mais moi, je me dis, c'est un peu comme quand on fait des événements en non-mixité entre meufs, tu vois, t'as beau avoir le mec le plus gentil de la Terre, t'en veux pas là, parce qu'en fait, c'est notre endroit et c'est un peu notre moment. C'est ouf, parce que je vois grave pas ça comme ça. T'aurais pas dû leur dire que t'es hétéro. C'est pas marqué sur ton front, alors que t'es un mec dans un truc de meuf, c'est marqué sur ton front. Ceux qui me connaissent. Mais si en plus c'est marqué sur mon front, je te jure qu'il le voit vestimentairement, il le voit de mon attitude. Ah ouais? Tu crois? Ouais. En tout cas, on a tout. On t'a discriminé, ma belle. C'est marqué sur ton front. Moi, je pense que être allié, c'est aussi parfois savoir laisser sa place. Mais du coup, pour revenir sur le côté mainstream, c'est vraiment pas qu'une mauvaise chose, puisque c'est hyper précieux de porter des messages de tolérance auprès de personnes cis et hétéros. Puis mais aussi être drague, c'est souvent avoir du mal à vivre de son art, donc il faut se dire que l'important, c'est aussi de vivre et payer son loyer. Ouais, c'est vrai. Et même si ça devient mainstream aujourd'hui, les dragues font toujours l'objet de discrimination et d'attaques. Ah, mais notamment aux États-Unis, comme quand les Proud Boys, du coup, c'est une orga néo-fasciste pro-Trump qui n'accepte que les hommes. Ils revendiquent leur souhait de se battre avec les dragues. C'est affligeant et dangereux, aussi physiquement que symboliquement, dans le sens où ça contribue à un discours anti-LGBT qui fait son chemin. Parfois, ça mène à des actions meurtrières. Par exemple, fin 2022, il y a eu une fusillade dans un club qui accueillait un show. Ça a fait 5 morts et 19 blessés, et ça, c'était à Colorado Springs. Waouh, et comme d'hab, j'imagine qu'en France, on hérite des Américains. Et
Et ouais, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, mais ici, il y a une frange masculiniste de l'ultra-droite qui vise les lectures de contes pour enfants animés par des dragues. Ouais, et pour eux, leur simple identité, en fait, ça met en danger les enfants. On les accuse de perversion, etc. Et je trouve ça fou de pas comprendre que c'est un art du spectacle et qui s'adapte au public et donc à tous les publics. Et en tout cas, pour l'instant, il y a peu de relais parmi les responsables politiques. Et c'est surprenant de la part du Rassemblement national. On en entend trop parler ces derniers temps, s'il vous plaît. Ça nous dérange. Non, mais bon, pour certains experts, c'est pas du tout un signe d'acceptation, et ce serait même super vicieux. En fait, comme il y a la présidentielle 2027 qui arrive, on sait tous qu'ils font un peu tout pour dédiaboliser leur image. Résultat, ce serait juste une stratégie électorale de se taire pour attirer plus de voix finalement. En tout cas, que ça plaise ou non, aujourd'hui les drag queens sont visibles dans l'espace public et elles remettent en cause les normes de genre et elles œuvrent pour exister comme tu as dit. Il y a pas mal de collectifs, j'ai vu en faisant mes recherches et je voulais justement vous parler de deux. Il y a Human Drag qui agit pour sensibiliser du coup à la tolérance entre humains à travers l'art du transformisme et de la scène. Ça c'est cool. Et il y a aussi la Maison 50. En fait, la Maison 50, c'est un collectif d'artistes drag qui a vraiment pour objet de diffuser, de produire et d'animer des événements culturels et artistiques. Et eux, ils veulent vraiment promouvoir les artistes queer issus des minorités de genre. Alors aujourd'hui, les drag shows sont devenus aussi des événements incontournables, en tout cas à Paris. C'est vrai qu'il y a pas mal d'établissements qui proposent des soirées dédiées pour s'immerger dans cet univers. Est-ce que vous avez déjà fait des soirées drag ? Moi, jamais. Jamais, toi? Moi, ouais. Même des bingo drag et tout. Bingo drag, c'est trop sympa et souvent ça va vers des œuvres caricatives, des actions en tout cas. Trop cool. Trop cool. Ok, d'accord. Moi, j'ai jamais fait, mais j'ai mon meilleur pote Axel qui, je pense, nous écoute, qui veut m'emmener à la finale de Drag Race qui aura lieu au Grand Rex. Ah, mais grave. Et si t'as l'occasion d'y aller, faut y aller. Je vais grave y aller. Et même, tu sais que tu peux aller dans des bars pour regarder les épisodes. Oui. Et moi, mais même, non. Ouais. Mais Drag Race, tous les vendredis ou samedi. Invitez-nous. Grave, on va essayer. Même en guest là dans le public, genre là il y avait Jennifer, la prochaine. On peut totalement aller faire la pluie et le beau temps X Drag Race saison 3. 19h30, vous écoutez La pluie et le beau temps, on débriefe toute l'actu culture et société. La suite du son, c'est Théodore, si ça va, sur Move. Allez, les 19h33, vous écoutez La pluie et le beau temps et c'est l'hebdo qui débriefe toute l'actu culture et société. On se connecte tout de suite sur YouTube puisque c'est officiel. Avec 19 millions d'abonnés, Thibaut InShape est devenu le 26 mai dernier le premier youtubeur en France. Alors si jamais vous savez pas qui est Thibaut de la part de son vrai nom, c'est le youtubeur et coach sportif, aujourd'hui vidéaste, qui était à la base spécialisé dans le contenu musculation. On l'écoute. J'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme vous le savez, j'ai lancé il y a maintenant 1 an ma marque InShape Nutrition. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une marque de compléments alimentaires sportifs. Elle est là pour vous aider à atteindre vos objectifs, comme par exemple prendre du muscle, perdre du poids, vous tonifier, vous sculpter, avoir des abdos, perdre du gras, prendre du cul, avoir des biceps plus gros, etc. Bref, je pense que vous avez compris. J'ai pas choisi cet extrait pour rien. On va bien en parler. Prendre du cul. Bref, en tout cas. Salut à tous, Thibaut InShape. Beaucoup d'énergie, beaucoup. Vous avez déjà regardé ces vidéos? Non, mais tu sais que moi, jamais de ma vie. Ouais, mais moi, quand j'ai vu qu'il avait 19 millions d'abonnés, j'étais en mode mais qui le regarde? Des mecs. Au pire, je vois des gens qui se moquent de lui sur Insta. Tu sais, ils prennent le début d'un Reels et ils font un autre truc dessus. Tu vois ce que je veux dire? Moi, à chaque fois que j'ai entendu parler de ce mec, c'était une sauce Twitter, tu vois. On va en parler. Ouais, moi j'ai regardé à l'époque où je voulais faire la sportive. Attendez, je le connaissais pas et je savais qu'il y avait Sissi MUA qui faisait pour les meufs les entraînements et tout. Et tu sais, je mettais les entraînements sur ma télé pour faire sur mon tapis chez moi et je suis déjà tombée sur lui. Et au bout de 2 minutes, j'ai dit j'enlève. C'est quoi ça? Ça c'est du supplice. J'avais oublié Sissi. Non, mais Sissi, c'est Suisse. Sissi. Bien sûr, je voulais ses abdos et tout. Mais lui là, le corps qu'on veut. Voilà, mais lui, tu regardes, t'as plus de souffle. Déjà, juste en le regardant, j'ai dit, ouais, c'est bon. Donc, je vois à peu près ce qu'il fait en termes de sport, tu vois. Okay. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il a diversifié son contenu et justement, il a obtenu sa première place grâce à une stratégie qui est pas bête. En fait, il a tout misé sur un public international. En fait, lui, c'est simple. Il sort une vidéo YouTube par semaine, mais sinon, le reste du temps, il bombarde. Mais les filles, quand je vous dis, il bombarde de shorts. Vous savez, les vidéos courtes sur YouTube, genre en style TikTok ou les Reels Insta. Et en fait, dans ces shorts-là, YouTube, il n'y a pas de parole. Et c'est toujours accompagné d'une description en anglais et il en balance à peu près 6 par jour. Donc l'algorithme l'aime, t'es spammé quoi. Voilà. Et en fait, je vous laisse imaginer juste le taux de vues et le ratio, et la viralité.
Et Donc, surtout, vu qu'il fait pas que du sport, c'est ça. Bah, du coup, il y a plein de gens qui. Il fait pas mal de petits trucs humoristiques. J'ai regardé les shorts et tout. Bon, c'est son humour, mais voilà, ça marche. Et puis les trucs rapides aujourd'hui, bah, ça cartonne. Hein. Alors, si il s'est dit, il a dit qu'il était ravi de ce succès, c'est vrai, et de cette première place qu'il a pris à Squeezie. D'ailleurs, petit jeu, et pour vous aussi qui nous écoutez, à votre avis, il y a qui dans le top 5 des plus grosses pages YouTube en France? Thibaut en premier, bien sûr. Squeezie en 2, ouais. Inox? Non. Ah, moi je Pas dans les 5, Michou? Non. Léna Situation? Non. Ah bon? Non, pas dans les 5 premiers. Il y a pas de meuf dans les 5? Vous allez être choqués. Ah bon? Est-ce que c'est pas un enfant, genre avec un truc vous allez de jouet ou un truc comme ça? Choqués. Il y a une meuf, il y a un gars, il y a un truc. Anja et Phoenix encore? Non. Un truc d'ASMR? Non. Ah, je vous jure les filles, mais moi j'étais en mode tu mens. Est-ce qu'on peut deviner? Non, tu mens. Alors, le troisième, c'est quelqu'un qu'on a tous regardé dans notre adolescence, avec des lunettes. C'est Cyprien? Ouais. Cyprien, c'est le troisième avec 14,5 millions. Punaise, je pensais que la hype elle était un peu redescendue. Non. Alors Squeezie c'est 18,9 millions, donc en vrai ça se tape avec Thibaut InShape. Squeezie, reprends ta place s'il te plaît. Squeezie, ça se tape. T'es mon préféré. Ça se tape. Il y a Cyprien du coup avec 14,5 millions et après il y a deux, j'étais en mode tu mens. C'est pas possible. Genre. C'est quoi? Mais alors la quatrième c'est Lofi Girl avec 14 millions. C'est quoi? Je crois que c'est des trucs un peu manga mais genre avec des musiques et tout. Ok. Et le cinquième, mais tenez-vous prêts, écoutez-moi bien, surtout vous nos auditeurs, si je vous dis Oggy et les cafards, Gulli. Je te jure, au nom c'est Oggy. C'est la chaîne d'Oggy. C'est la chaîne d'Oggy de ouais. Oggy et les cafards qui est suivie par 12 millions d'abonnés. Mais je vous jure. Mais Tous ça les me fait gosses. rire en vrai, ouais. Mais incroyable, j'étais là genre mais Tous les parents qui sont en mode reposez-vous devant Oggy et les cafards. mais c'est une dinguerie. J'aime-tu que ce soit Oggy et les cafards? pourquoi Pas Oggy le meilleur quoi. Mais grave, Mais pourquoi pas Titi et Gros Minet? Pourquoi pas les Totally Spice? Pourquoi on Voilà. discrimine Cédric? Pourquoi on discrimine Mais je trouve ça cool Je sais de pas. mettre les cafards sur le devant de la scène. Ouais. En vrai, on les aime pas trop Non, dans là la vie. c'était Oggy, c'est le chat. Mais ouais, incroyable. Dans la série, on n'aime pas non plus les cafards. En tout cas, Oggy, c'est 12 millions d'abonnés. Ok, Voilà. bah, on a découvert des choses, on se couchera Et moins bête. on Écoutez va la mourir pluie et moins le beau con. temps. Exactement. Alors c'est vrai que si Thibaut InShape, pour en revenir à lui, il est content de cette première place. En ce moment, il veut surtout aussi se concentrer sur son premier combat de boxe et c'est un projet sur lequel il travaille depuis 2 ans. À la base, le projet, ça devait être 30 jours de boxe, puis à la fin, un combat contre un autre influenceur. Le seul problème, c'est qu'on a trouvé personne et que pour l'agence qui devait organiser ça, c'était vraiment trop lourd comme projet. Parce que j'ai vraiment en tête de faire les choses bien. Un vrai combat de boxe, un vrai ring, une salle, le fait que vous puissiez voir ce combat chez vous, ou en vrai, dans ma tête, le projet, il est vraiment construit. Bon alors c'est vraiment tout prêt là, hein. Rendez-vous dans 3 jours, vendredi 7 juin à la patinoire de Blagnac en Haute-Garonne. Ça sera son tout premier combat de boxe, voilà. En tout cas c'est vrai que Thibaut InShape, il fait pas l'unanimité. Et on va le voir dans un instant avec toi Flo, hein, tu vas nous expliquer. Mais s'il y a bien quelqu'un pour le coup qui l'encourage, c'est Gabriel Attal, notre premier ministre qui a félicité le youtubeur pour son ascension sur le plateau de C'est à vous. Il a dit, en tout cas je le félicite, comme il dirait, c'est énorme et sec. Énorme et sec, en fait, c'est une ref qu'il dit souvent apparemment dans ses vidéos. Alors, Flo, inutile de dire que c'est
Non, moi, okay, franchement, c'est le genre de. Ouais. En plus, surtout, moi, ça m'énerve qu'il y ait des. Je suis désolée, hein, mais qu'il y ait des gens bêtes qui puissent avoir une incidence sur la vie des autres. Moi, ça me fait flipper. 19 millions de personnes. Voilà. En tout cas, il n'a pas besoin d'être en politique pour avoir du pouvoir. Dans son audience, il y a un public très jeune qui boit ses paroles et ça reste un contenu très viriliste. Suffit d'aller sur sa page 2 secondes pour tomber sur des titres comme j'ai tenu 60 jours sans porno ou 2 ans pour devenir boxeur. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir un esprit critique envers ce type de vidéo. Après, je me dis aussi que finalement, Thibaut InShape, c'est juste le miroir de la société et je sais pas ce qui est le mieux, hein, mais les études montrent qu'il y a un écart qui se creuse entre les jeunes femmes et les jeunes hommes. Les jeunes femmes sont de plus en plus progressistes et les jeunes hommes, c'est l'inverse et ça fait froid dans le dos, non ? Ouais, et d'ailleurs, à ce propos, il s'est exprimé dans une vidéo de 15 minutes sur les différentes polémiques. Ces derniers mois, il est revenu sur tout ce dont on lui reprochait. Non, je suis pas misogyne. Non, je suis pas raciste. Non, je suis pas homophobe, transphobe. Non, je suis pas psychophobe. Et non, je suis pas grossophobe. Et quand il m'arrive de faire des blagues en vidéo, malheureusement avec maladresse, mes vidéos peuvent blesser certaines personnes. Et entre nous, c'est pas le but. Le but est de se marrer ensemble. Je rigole de moi, lui il rigole de lui, elle de elle. Le but est de passer un bon moment ensemble. Et si parfois mes vidéos ont pu blesser certains d'entre vous, je suis désolé. Sincèrement. C'est essentiellement de la maladresse parce que je n'ai pas évolué, grandi avec tous les codes qu'on connaît aujourd'hui. Et justement, il a bien dit qu'à partir de maintenant, il va faire vérifier ses vidéos par des experts avant de les publier. Il aurait dû le faire avant, au pire. Écoute, oui, je suis d'accord. Ça dit quoi, c'est un... Et puis expert de quoi Expert de... Je sais pas, des gens qui sont nés avec les codes, visiblement. Ah non, mais c'est trop bizarre. Je sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être pour lui une tentative de s'excuser. En plus, j'aurais tellement honte de dire désolé, c'est parce que je suis con. Voilà, désolé. Allez, les 19h47, on revient dans un instant avec un nouveau sujet en direct de la pluie et le beau temps. On reste dans le thème avec la suite du son, The Blaze Viril. C'est tout de suite sur Move. Allez, les 19h50 tout pile et vous êtes toujours en direct de la pluie et le beau temps et on débriefe toujours l'actu, culture et société sans tabou. On discute justement de Thibaut InShape. Alors en atteignant plus de 19 millions d'abonnés, le youtubeur toulousain a pris la place de numéro 1 français. Il l'a piqué à Squeezie, mais ça se tape un peu quand même. Alors c'est une ascension fulgurante qu'on peut pas nier à cet influenceur sportif, farceur et aussi patriote. Et justement, il est rempli de controverses que Flo, tu nous as longuement expliqué juste avant la musique. Alors justement, si on l'a beaucoup accusé de mettre en lumière un discours masculiniste, apparemment il serait quand même le premier youtubeur sur la parité homme-femme sur YouTube. Leïla, je sais que tu t'es renseignée sur le sujet. La parité sur YouTube, ça donne quoi concrètement ? Alors déjà, je l'ai dit plusieurs fois ici, moi je suis une meuf de YouTube. Ouais, c'est ma télé. Je me suis rendu compte que on voyait pas beaucoup de femmes. Enfin, il y a beaucoup de youtubeuses, mais dans les feats entre guillemets entre youtubeurs, elles sont rarement invitées. Est-ce que vous regardez plus de mecs ou de meufs sur YouTube ? Moi, je regarde des meufs ou des couples. Ok. Donc parité un peu, tu vois. Mais moi, tellement plus de meufs, je crois que je regarde même pas un mec. Ah ouais ? Ouais. Bah moi je crois que je regarde plus de mecs. Ah ouais, ouais. Bon, c'est comme tes sons, toi. T'écoutes plus de mecs, tu regardes. C'est encore différent. Non mais c'est parce que je regarde que des trucs de Squeezie, des trucs de Cyprien, des trucs de. Je suis restée comme si j'avais 15 piges quoi. Et ils font des tutos, comme tu dis. Non mais en fait je regarde des meufs aussi, mais je regarde plus de mecs. Ok. Okay, donc voilà, du coup j'ai voulu savoir si c'était soit juste un ressenti ou si c'était réel, mais en fait il y a très peu de chiffres sur ça et c'est fou de se dire qu'il y a des rapports sur la place des femmes dans le cinéma, à la radio, à la télé, mais quasiment rien sur leur place sur YouTube et sur les réseaux sociaux, alors que c'est ce qui est le plus utilisé et surtout par les jeunes. Et du coup, en faisant mes recherches, je suis tombée sur la vidéo et une étude sur l'état de YouTube français au niveau de la représentation des femmes, de la youtubeuse Lapin, d'ailleurs trop chou, le petit surnom, moi j'aime trop. Ok, et du coup, elle consiste en quoi cette étude ? En gros, elle est partie des 10 youtubeurs français les plus regardés l'année dernière, qui sont tous des hommes, pardon, et elle a fait un bilan du nombre de femmes invitées ou non sur leur chaîne. Ça m'intéresse, ça donne quoi ? Ça fout le seum. Parce qu'en gros, YouTube, ça s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes, mais on dirait pas. Par exemple, on a le youtubeur Amixem, donc lui qui a que 4 vidéos avec des apparitions de femmes sur les 941 de sa chaîne. Ouais, donc pas ouf. On a 3% d'invités féminins pour Inoxtag en 2023 et 20% malheureusement pour mon préféré Squeezie. Donc vous, est-ce que vous aviez remarqué que les femmes, elles étaient aussi absentes de YouTube ? En vrai, maintenant que tu le dis, j'avoue, il y a genre jamais de meufs dans les invités. Ouais. Mais surtout, on dirait grave qu'ils ont fait une sorte de bande de potes. Oui, et que c'est ça. Ils s'invitent entre eux. Mais c'est clairement ça. Ils font des collectifs et ils grandissent ensemble. Ils ont généralement débuté ensemble aussi. Ouais, et moi je trouve que c'est fou parce que vu qu'il y a plein de youtubeuses,
tu te dis ok, trop bien, en fait il y a plein de meufs sur YouTube machin. Mais en fait ils se mélangent pas. Mais en fait ouais, elles se mélangent pas et c'est celles qui sont jamais mises en avant et qui sont jamais de grandes youtubeuses à cause de ça. C'est ça. Mais ce qui est le plus fou du coup, c'est que celui qui a le plus respecté la parité homme-femme avec tout ce qu'on a dit, c'est Timbo InShape. Ouais, c'est le youtubeur qui a invité le plus de femmes l'année dernière. On est à 39%. Et en fait, ces derniers temps, il a décidé de se lancer dans les interviews et les témoignages. Et il a eu une grande proportion de femmes sur l'ensemble de ses invités. Mais bon, ces invités, elles sont pas toujours bien pour l'égalité homme-femme, comme Thérèse Argot dont tu parlais tout à l'heure. Donc, une sexologue, pro-manif pour tous, clairement de droite, conservatrice, très controversée, et qu'il a reçu du coup pour une vidéo. Une sexologue répond à mes questions intimes. C'est vrai qu'il y a des youtubeurs aussi qui disent ne pas faire des vidéos avec leurs collègues féminines, apparemment pour les protéger des commentaires sexistes. Bah ouais, mais en fait, je comprends qu'on ait peur de les exposer à des remarques, je sais pas moi, sur leur physique ou quoi. Mais je comprends pas le principe d'invisibiliser les femmes pour empêcher les sexistes d'être sexistes. Grave. Pourquoi juste pas invisibiliser les sexistes? Et même c'est le truc de la jupe, habille-toi mieux pour sortir. Ouais, c'est l'inverse qu'il faut. Oui, ouvrez vos esprits s'il vous plaît. Non, mais du coup, est-ce que vous avez des exemples de meufs sur YouTube qui se sont fait lyncher juste parce que c'est des meufs et qu'on leur est tombé dessus quoi? Je pense que toutes déjà, je pense que ça arrivait à toutes, mais j'ai un exemple, c'est celui de Maëva Frossard. C'était une youtubeuse qu'on appelait Mavachou. Elle s'est suicidée en 2021. Elle s'est suicidée à cause du harcèlement. Et c'était justement un truc où c'était avec ses enfants et tout. Enfin, elle avait une chaîne YouTube familiale et tout. À la base, ouais. Elle avait une chaîne YouTube avec son ex-mari, ils partageaient leur vie, etc. Et elle s'est fait lyncher, mauvaise mère, en plus elle était en séparation. Bref, elle a pas tenu et elle s'est suicidée. C'est horrible. C'est chaud. C'est horrible. Ouais. Sinon, il y a là avec Move, quand il y a eu le GP Explorer, je sais pas si vous vous souvenez, mais Maxime il a fait un accident avec Manon et elle s'est fait lyncher sur internet, c'était atroce. Mais du coup en fait ne pas inviter de femmes sur YouTube, ça a une incidence sur le développement de leur chaîne YouTube à elles, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, en fait les youtubeurs ils se font pas seuls. En général c'est en étant mis en avant par une personne qui a plus de visibilité qu'on bénéficie d'une croissance d'audience. Donc en n'invitant pas de femmes dans leurs vidéos, les créateurs en fait ils soutiennent pas la croissance de leur audience à elles, même si c'est pas conscient. Ouais. Et moi, je voudrais savoir comment ils réagissent, les créateurs de contenu, quand on leur dit vous en faites pas assez pour les meufs. Pas trop de réaction de leur côté. Je pense qu'ils sont mis devant le fait accompli déjà, et que c'est la première fois qu'on critique leur travail avec des vrais chiffres et des vraies données. Et du coup, le but, c'est pas de les cancel ou de dire que c'est des merdes, mais plutôt d'éveiller leur conscience et de planter une petite graine dans leur cerveau sur la question de la représentation et de la visibilité des femmes sur Internet, quoi. Justement, ton chouchou, Squeezie, il a été interrogé par Hugo Décrypte qui lui a demandé pourquoi il y a aussi peu de femmes sur YouTube. Il a répondu. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de créatrices de contenu. Alors, il y en a de plus en plus, en réalité. Mais c'est vrai que le constat est qu'il y en a beaucoup moins que de youtubeurs, quoi. À quoi c'est lié? Honnêtement, je ne saurais pas l'expliquer. Moi, ma théorie, c'est qu'Internet s'est construit pendant des années autour du jeu vidéo et que le jeu vidéo était un truc plus vu pour les mecs, tu vois, les bons vieux clichés. Alors, je sais pas si c'est la cause de ça. À mon avis, c'est beaucoup plus profond que ça, évidemment. Mais je pense que ça a beaucoup joué quand même là-dedans. En tout cas, comme c'est le youtubeur, un des premiers youtubeurs de France. En tout cas, premier dans mon cœur. Voilà. Et il a reçu une lettre ouverte par le magazine Cosette. Et en fait, la lettre, elle a été signée par des militantes féministes. Donc, il y a Fatima Benomar, Andrea Bescon et la comédienne Camille Giry. Et aussi l'humoriste Olivia Moore. Donc, ils ont invité le youtubeur à prendre ses responsabilités et inviter plus de femmes dans ses vidéos. Peut-être qu'en le sollicitant, espérons qu'il y aura des changements. Vous aimeriez voir quel crossover entre youtubeurs et youtubeuses? Moi, je veux déjà Squeezie. Ok. Mais avec une youtubeuse, c'est de vraiment les tutos de quand t'étais petite, les Get Ready With Me et tout, genre une sananas, tu vois. Ok, et toi? Ok, ah oui, ok. Oh putain, ok. Ok, improbable. Ok. Et moi, je suis pas très YouTube. T'es pas très YouTube. Je réfléchis. Enfin, dis-nous toi et on voit si j'ai. Mais en vrai, sananas, j'avoue de ouf. Ouais, ou même, je sais pas moi, avec une américaine, une Jackie Aina, tu vois, juste ça fait que des tutos ensemble. Ouais, sinon, vous connaissez, tu sais, il y avait une chaîne qui s'appelait Safia et Caroline. Caroline et Safia, le clash de ma vie. Mais oui, et cette chaîne, moi je continue à suivre Safia, qui fait maintenant des contenus un peu perchés, où elle est devenue, je crois, prof de yoga, ou en tout cas elle est très dans le yoga et tout. Ce serait trop drôle, je pense, une vidéo, elle et un gros youtubeur. Et Thibaut InShape. Bah écoutez, on lance un appel à candidature pour tous les crossovers improbables. 19h57 sur Move, en direct de votre hebdo qui débriefe toute l'actu, culture et société. Alors là, on va écouter le nouveau son de Joa Wallace. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui kiffent le Kuduro, vous allez reconnaître, vous allez entendre
entendre l'instru du mythique son portugais Kalemba Wege Wege qui était sorti en 2008. Joa Wallace, Wet, c'est tout de suite sur Move. Allez, bienvenue dans La Pluie et le Beau Temps, c'est la deuxième heure de votre hebdo qui débriefe toute l'actu, culture et société sans tabou. Je suis toujours avec mes go, Flo et Leïla pour cette deuxième heure. On a choisi de ne pas vous parler des Jeux Olympiques, non, mais plutôt de nous pencher sur la compétition des Jeux Paralympiques. Et oui, parce que ça existe aussi. On est à plus d'un mois et demi avant le début des JO et selon un sondage réalisé en avril par Toluna Harris Interactive, apparemment les JO de cet été suscitent pas vraiment un intérêt de fou chez les Français, puisqu'en avril ils étaient 51% à se dire intéressés pour les suivre, ce qui veut dire que l'autre moitié s'en fout. En ce qui concerne les Paralympiques qui se dérouleront à Paris du 28 août au 8 septembre 2024, et bien seuls 37% des Français se disent prêts à suivre les compétitions. Alors je rappelle quand même, au programme, il y aura 549 épreuves dans 22 sports, mais alors que les billets pour les JO sont partis en un temps record, et bien figurez-vous qu'il reste encore 2/3 des billets à vendre pour les Jeux Paralympiques. Du coup, il y a une campagne de com qui a été mise en place pour donner envie aux spectateurs de se déplacer pour l'événement. On écoute un extrait. Nous sommes des athlètes et nous voulons faire des Jeux Paralympiques un moment de communion avec notre pays. Nous voulons vous faire crier, chanter, pleurer, vous rendre fiers comme jamais. Et pour cela, il ne nous manque rien. Du coup, cette campagne... Excusez-moi. Excusez-moi. C'était le plus important, sauf vous. C'est vrai, tu as raison. Ils ont dit, il ne nous manque rien, sauf vous. Effectivement. Alors, je voulais juste vous expliquer qu'en fait, cette campagne, elle met en scène 3 para-athlètes. Et du coup, vous l'avez entendu, elle met en avant le message, il ne nous manque rien, sauf vous. Et justement, on va écouter la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, chez RTL. Elle va expliquer le concept. Ce n'est pas elle. Non. Il n'y a pas d'inquiétude particulière. Là, c'est elle. Près de 3 millions de billets. On a déjà vendu un tiers des places, un peu plus de 930 000 billets, mais on a besoin d'accélérer, d'où le lancement de cette campagne qui va se faire autour de 3 de nos athlètes paralympiques, Pauline Desrolèdes, Gaël Rivière et Arnaud Assoumani qui est un para-athlète. Et il y a un manifeste qui sort ce matin sur le coup de 9h et ensuite une campagne sur l'ensemble des réseaux sociaux avec de l'affichage et qui en effet appellera le grand public à être au rendez-vous. C'est nos premiers Jeux paralympiques d'été de l'histoire. Ça va être un spectacle éblouissant parce que c'est des athlètes qui ont un courage, une résilience extraordinaire et des niveaux de performance absolument éblouissants. Et donc c'est vraiment ce message que nous voulons porter. Alors Flo, les Jeux Paralympiques, ils n'auront jamais bénéficié d'une aussi grande couverture audiovisuelle que cette année. On parle de 300 heures de direct par France Télé. Et pour une fois aussi, pendant 10 jours de compétition, on va vraiment donner de la visibilité plus à des para-athlètes qualifiés. Et ça, c'est une première du coup. Bah ouais, en même temps, moi par exemple, je regarde très peu le sport, mais ça m'arrive de tomber dessus, mais jamais sur du parasport, je sais pas vous. En tout cas, jamais. Le parasport, c'est complètement invisible dans les médias, à part au moment des Jeux Olympiques. Et finalement, c'est à l'image des personnes touchées par un handicap qui sont très peu représentées à l'écran. On estime qu'elles représentent 2 personnes sur 10 dans la population. Donc c'est énorme. Et pourtant, à l'antenne, elles ont seulement dépassé la barre symbolique des 1% en juillet. Bah dans le sport, c'est pareil. Ouais, c'est vrai faut savoir que la moyenne, c'est qu'en un an, les journaux télévisés consacrent seulement 47 minutes au parasport. Et la compétition des Jeux Olympiques est à l'origine de la moitié des sujets. Et en fait, en France, on est vachement en retard parce que, par exemple, sur la BBC, on peut trouver du rugby fauteuil en prime time. Puis, si ici, le parasport est sous-représenté, bah, ça l'est encore plus quand il concerne les femmes. Déjà parce qu'il y a le frein du fait d'être une personne en situation de handicap et aussi du fait d'être une femme, puisqu'on boude aussi la pratique sportive féminine, évidemment. Et c'est le cas aussi pour les sportifs atteints d'un handicap mental. Ah ouais, ça c'est vrai, hein. Dans le peu de représentation qu'on a, c'est vraiment pas eux qu'on voit. Bah non, parce que le contenu aussi est problématique, c'est-à-dire que dans la plupart des sujets, on nous montre un homme avec un handicap physique, parce que ce serait plus séducteur, hein, alors que la majorité des athlètes aux JO paralympiques ont un handicap qui est moins visible. Au-delà de ça, l'idée c'est souvent de pas considérer ces athlètes comme des sportifs, mais plutôt faire en sorte que le handicap soit au cœur du récit. Donc résultat, ça donne des parcours inspirants qui suscitent l'admiration et en fait l'ambition c'est de créer un sentiment de compassion chez le spectateur. D'ailleurs, ils emploient souvent le fameux terme leçon de vie, sauf que c'est hyper stigmatisant cette figure de héros pour ceux qui peuvent ou qui veulent pas surmonter leur handicap en fait. Bah, grave, surtout qu'en fait ce sont des histoires individuelles et ça reflète pas du tout la réalité de tout le monde. Ouais, et c'est aussi l'idée que le handicap est un problème dans un monde où faudrait l'éradiquer pour atteindre la norme valide. Et c'est vrai qu'en fait le regard que
beaucoup portent sur le handicap, c'est ça. Il y a une étude qui montre que les Français en ont une représentation négative. Vous, est-ce que vous avez tendance à plus respecter l'exploit d'une personne en situation de handicap que d'une personne valide ou pas ? Franchement, je te dis la vérité, oui. Ouais. Parce qu'en réalité, tant que t'as pas vécu un problème, un handicap qui soit visible ou non, tu ne peux pas savoir ô combien c'est difficile de le vivre au quotidien. Donc je les respecte mais fois 1000 parce que du coup, ils doivent vivre avec ça. Et en plus de ça, ils font preuve de résilience parce si c'est des athlètes, ils s'entraînent énormément, etc. Tu vois. Moi aussi, je prends en compte les difficultés et du coup, ça me force le respect et l'admiration. Mais je sais pas si c'est bien de faire ça parce qu'il y a un truc de. Moi aussi, je me genre dis un en peu fait. Pitié, genre tu veux. Bah ouais, en fait, c'est pas de la pitié, mais c'est quand même genre bah non. Bah moi je trouve que c'est juste être réaliste dans le sens où déjà c'est bon, rien n'est facile pour personne, mais vous avez des bâtons dans les roues en plus que nous parce que la société elle s'adapte pas à vous. Bah ouais. Tout est plus compliqué à avoir. Et je pense que c'est aussi pour ça la vision négative qu'on a parce qu'on voit très bien que rien n'est adapté. Donc voilà. Je pense que tu t'en rends compte vraiment quand t'as connu quelqu'un qui est touché par ça ou quoi que ce soit, tu vois, et tu te dis, je connais leur quotidien et j'avoue, franchement, force et honneur, tu vois. Ouais. Je le vois plutôt comme ça plutôt que de la pitié, en tout cas, tu vois. Oui, en tout cas, la promesse phare de ces jeux, c'est de changer la vision des gens sur le handicap. Ouais, mais en tout cas, ça, c'est mal parti. Hein. Ouais, déjà, le système de classification, il est hyper complexe et en plus hyper excluant. En gros, il y a plusieurs déficiences éligibles qui sont placées sous 3 catégories. Donc, on a les handicaps physiques, intellectuels et visuels. Le problème, c'est que du coup, la compétition est pas ouverte aux personnes sourdes ou malentendantes si elles n'ont pas un autre handicap. D'ailleurs, c'est horrible parce que elles ont une compétition qui est à part, qui n'est même pas aux mêmes dates ni dans le même pays. Donc vraiment, c'est hyper discriminant. Ouais, de ouf. Au-delà de ça, on voit aussi très peu de sportifs avec des déficiences intellectuelles, ni avec des handicaps psychiques comme la schizophrénie ou l'autisme par exemple. Et puis c'est aussi un système qui a pas mal de défauts. Hein. On peut supprimer ta catégorie s'il n'y a pas assez de monde, comme tu peux te retrouver désavantagé face à d'autres gens de ton groupe si tu as plusieurs handicaps. Et aussi, c'est fou, mais les critères, ils sont... pour être dans une catégorie, par exemple, quand tu es de petite taille, il faut que tu sois de assez petite taille. Ah ok, tu dois rentrer dans des critères... Dans une case aussi. Hyper compliqué. Ah ouais, d'accord. En tout cas, c'est pas cet événement-là qui va tout changer, j'imagine. Bah, clairement. Après, sortir de l'invisibilité, c'est une première étape et le sport, ça peut y contribuer, mais il faudrait tout repenser en fait. Par exemple, pour les Paralympiques, la délégation française est souvent constituée d'anciens valides qui, du coup, après un accident, se sont reconstruits via le sport, etc. Mais pour la majorité des personnes handicapées, c'est de naissance. Et en fait, en France, c'est vraiment un luxe de faire du sport quand t'es un enfant en situation de handicap. À l'école, par exemple, moi, je sais pas vous, si vous aviez remarqué que étant petite, tout le monde jouait ensemble, etc. Mais c'est pas du tout adapté. C'est vrai. C'est des gens qui sont dispensés. Puis, autrement, ça coûte une blinde. Donc, pour que ça évolue, il faut aussi former les entraîneurs et investir pour que les clubs valides puissent accueillir des personnes handicapées. Et je dirais même que plus globalement, le manque d'accessibilité, ça concerne l'ensemble de la société. Bah ouais, faut repenser en fait tout un tas de choses, du secteur de l'emploi au transport en commun, parce que à la rue. Ouais, tous les espaces publics. Parce que c'est pas normal qu'en 2024, il n'y ait qu'une ligne de métro qui soit équipée d'ascenseurs à chaque station, par exemple. Mais grave, je suis grave d'accord avec toi. Et d'ailleurs, il y a un truc qui a été mis en place pour accélérer justement la mise en accessibilité des établissements recevant du public. Et ça, on appelle ça les ERP, établissements recevant du public. En fait, l'année dernière, le 26 avril 2023, la Conférence nationale du handicap a décidé de créer le FTA. Je vais vous expliquer ce que c'est le Fonds territorial d'accessibilité. Et en fait, son objectif principal, c'est vraiment d'accompagner financièrement ces établissements dans la réalisation de travaux pour pouvoir accueillir tout le monde. Et le fonds est ouvert du coup depuis le 2 novembre 2023. Et il a vocation de répondre aux besoins d'accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite. Et ça, c'est pas trop tôt. 20h10 en direct de La Pluie et le Beau Temps. C'est l'hebdo qui débriefe toute l'actu culture et société. On reste dans le thème avec l'étoile montante du rap français. C'est un son que t'as choisi. Rochi. Champion. C'est tout de suite sur Move. 19h13 tout pile. Et on est toujours dans La Pluie et le Beau Temps et on débriefe toujours l'actu culture et société. Et là, on vous parle des Jeux paralympiques qui vont avoir lieu à Paris du 28 août au 8 septembre prochain. Alors, on a souhaité aujourd'hui vous sensibiliser à la condition des para-athlètes qui sont beaucoup moins mis en avant que les sportifs valides. La preuve, on l'a dit juste avant la musique, à ce jour, sur les 2,8 millions de billets proposés à des tarifs qui sont quand même accessibles, on parle quand même de billets à partir de 15 €, et seuls 930 000 ont trouvé preneur, 930 000 ont été vendus. Du coup, c'est un tiers qui a été vendu. Et le sport, en fait, c'est une discipline
discipline de collectivité et d'entraide. Et justement, puisque depuis longtemps, les athlètes handicapés souffrent d'un manque de visibilité dont on a parlé, on observe quand même depuis quelques années qu'il y a des changements et il y a une réelle volonté d'intégration. Leïla, je sais que tu t'es renseignée. Ouais. Aujourd'hui, il y a certains clubs ou des compétitions qui font même le choix de rassembler des athlètes en situation de handicap et des athlètes valides. Ouais. Du coup, on a déjà vu des athlètes handicapés qui participaient à des compétitions avec des athlètes valides. On se souvient toutes d'Oscar Pistorius, le sprinter sud-africain amputé des 2 jambes, qui a couru avec des sprinters valides pendant les JO de 2012. Et ça, c'était un grand moment de l'histoire du sport, mais surtout du handisport. Ouais, dommage qu'il a mal fini parce qu'il a tué sa femme. Bon, ça, on le sait, ça, c'est dommage. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait un hochement de tête, parce que c'est pour ça que je le connais, en fait. Bah ouais, j'avoue, moi aussi. Moi, en fait, je me suis dit, il est sportif et meurtrier. Bah, au moins c'est un 2 en 1. Écoute, c'est vrai que est-ce qu'un jour tu penses qu'on pourra avoir le contraire? Est-ce qu'un athlète valide pourra participer à une compétition de handisport? Alors déjà ça c'est pratiquement impossible parce qu'il faut absolument avoir un handicap pour pouvoir participer aux Paralympiques et ça paraît aussi logique parce qu'il y a zéro intérêt à ce que Usain Bolt et Léo Tati, donc un coureur de 100 mètres en fauteuil roulant, s'affrontent sachant qu'ils mettraient environ 4 secondes de plus à parcourir la distance avec le fauteuil. Ouais, ce serait pas égal. Voilà. Pourtant, c'est vrai qu'il y a des pays qui encouragent les équipes qui mélangent des personnes atteintes de handicap et aussi des personnes valides. Oui, et ça a commencé par l'Allemagne, donc a été le premier pays à tester et à intégrer 1 ou 2 joueurs valides dans leurs équipes. Et d'autres pays ont suivi, et surtout dans le handi-basket. Donc par exemple, chaque équipe de première division nationale a le droit à un joueur valide sur la feuille de match. Et dans les divisions inférieures, on a même le droit à 2. Mais en gros, plus le niveau augmente et plus le mélange est rare et il finit par disparaître au niveau international, donc pour les Paralympiques. Et ça se comprend parce que même si les performances de certains athlètes handisport, elles se rapprochent de plus en plus de celles des athlètes valides, la différence de niveau qu'entraîne le handicap, elle reste quand même importante. Ok, mais est-ce que cette mixité dans les niveaux inférieurs, elle permet au handisport de survivre ? Bah oui, parce que les sports pour handicapés ont du mal à attirer des licenciés, alors que les sports dits classiques ont une base très large de pratiquants. Donc le nombre diminue au fur et à mesure que le niveau augmente, mais comme un peu dans tout. Et en France, 35% des personnes handicapées font du sport et seulement 1% sont licenciés selon la Fédération française du handisport. Et c'est à la vue du coup de ces chiffres que certains sports ont décidé d'ouvrir la participation aux personnes valides. Et ça a sauvé beaucoup de clubs qui étaient au bord de la faillite ou qui arrivaient tout simplement pas à constituer des équipes complètes. Mais ça, je trouve que c'est bien en vrai. Ouais. Heureusement que ça existe. Mais du coup, pourquoi ce modèle il s'est pas imposé au niveau du pro ? C'est curieux. Tout simplement pour des questions d'égalité, parce que en gros, dans le paralympique, ce qui compte, c'est que malgré les capacités physiques et mentales différentes, on puisse continuer à faire du sport ensemble et à se mélanger. Et c'est vraiment le centre du mouvement. Et la classification, elle est complexe pour s'assurer que tout le monde soit à armes égales. Et il y a aussi la peur que des valides prennent de plus en plus de place si on les intègre aux équipes paralympiques. Parce que pour gagner, on mettra des personnes avec des handicaps légers, entre guillemets, ou qui n'affectent pas leur capacité physique de côté au profit de personnes valides, tout simplement. Je vois. Mais tu vois, je me suis renseignée du coup sur ces sports-là qui incluent un peu tout le monde. Et il y en a qui existent. Et je voulais vous parler d'un en particulier. Est-ce que vous connaissez le rafroball ? Ouais, j'en ai entendu parler en présentation. Moi, non. Non. En fait, c'est un sport de balle, du coup, qui a été créé en Suisse romande, et ça a été créé quand même il y a longtemps, à la fin des années 90. C'est quatre potes qui voulaient pratiquer une activité physique, une activité sportive ensemble, et c'est bien parce qu'en fait, dedans, il y avait 3 personnes en situation de handicap. Ok. On écoute un extrait de ceux qui jouent, du coup, le rafroball. Rafroball, 3 syllabes pour rappeler les créateurs de ce jeu de ballon, Rapillard, Frossard et Balestra. Il y a plus de 20 ans, ils donnaient vie à cette magie, celle d'un jeu où personnes valides, joueurs avec handicap autonome et joueurs avec handicap avec un coéquipier moteur partagent les mêmes émotions. Il y a 3 semaines, le club de Sierre organisait son tournoi à domicile avec des équipes venues de toute la Suisse pour le plus grand bonheur d'Olivier et de ses coéquipiers. Ce que j'apprécie, c'est surtout le côté inclusif de ce sport. C'est que tout le monde peut jouer à ce sport, peu importe le handicap, peu importe les déficiences, peu importe son niveau. C'est vraiment le jeu inclusif par excellence. Ça vous dirait d'essayer ? Pourquoi pas en vrai. Ça serait drôle en vrai. Moi j'aimerais trop essayer. Moi et le sport ça fait 32. Vraiment ça fait pas 1 en tout cas. Au moins pour l'expérience ma belle. Mais ouais, tester. Mais après moi je me demande, peut-être c'est problématique, mais est-ce que
comment tu t'adaptes au niveau quand t'es valide et quand tu joues avec des personnes en situation de handicap aussi? Moi, je pense que c'est une question de poste aussi. Genre, Je pense que c'est une question de poste. Et puis de toute façon, il y a des règles bien définies, je pense, pour pas avantager certains ou d'autres, tu vois. À voir. Moi, j'aimerais bien essayer en tout cas. J'allais dire, on essaiera toutes les trois. Grave. Faut qu'on aille voir Drag Race. Faut qu'on essaye le Rafro Ball. On a plein de choses à faire. L'été est long. La vie est longue. La vie est longue. Je nous le souhaite. 20h19 sur Move. Vous écoutez La pluie et le beau temps. On débriefe toute l'actu, culture et société. Alors, restez branchés sur Move. On revient dans un instant pour vous amener dans l'espace. En attendant, la suite du son, c'est Théodora FNG. Mais juste avant, c'est Uzi 45 sur Move. Allez, c'est toujours le beau temps avec nous. Il est 20h27 et vous écoutez La pluie et le beau temps. Et on décrypte toujours l'hebdo. C'est toujours votre hebdo d'actu, culture et société. Et justement, pour cette dernière partie, on va vous emmener dans l'espace. Ouais, c'est officiel. L'astronaute française Sophie Adno est l'une des dernières recrues de l'Agence spatiale européenne. Alors, elle va intégrer la Station spatiale internationale pour une mission d'environ 6 mois. Cette mission, elle est actuellement prévue au printemps 2026, donc ça sera dans 2 ans. Nous, ici, on est fiers. Déjà parce que c'est la première femme française à se rendre sur l'ISS. Et ça arrive en plus 20 ans après Claudie Aigneret. Mais d'ailleurs, c'est quoi le parcours pour aller dans l'espace? Ça m'intéresse. Alors, spoiler alerte, Florence, Leïla, écoutez-moi bien. Faut être très fort à l'école, en particulier dans les sciences, la technologie, l'ingénierie. Déjà très fort à l'école. Et en plus de ça, faut être fort aussi en maths. Ouais. Donc comment vous dire, c'est gâté. Je pense que c'est mort. Vraiment, je pense que c'est mort pour nous. Les candidats astronautes doivent aussi souvent posséder au moins une maîtrise dans un de ces domaines que je viens de vous citer. Faut au minimum avoir un master scientifique ou ingénieur et parler anglais couramment. Tout ce que je l'anglais, ça va. Mais les compétences techniques en maths, en ingénierie, dans une autre vie peut-être au freestyle après la chance, hein. La chance du débutant. J'ai envie de te dire. Mais bon, franchement, je prendrais pas le risque pour aller aussi loin. Moi non plus. Après, au niveau des profils, là, on rentre dedans quand même. L'Agence spatiale européenne recrute seulement des profils entre 27 et 50 ans. Ok, j'aime trop. Voilà. Moi, je suis pas dedans en fait. Ah, mais putain, mais grave, moi non plus, je suis pas dedans. Moi, je dis ok, c'est bon. Mais j'ai même pas 27 ans. Oh, les enfants. J'étais là, mais c'est bon et tout. On peut se rattraper sur un bail. On parle anglais. On a 27 ans passés. Ah, mais je ne parle pas anglais et je n'ai pas 27 ans. Bah, c'est mort. Écoute, tu te contenteras de regarder ça à la télé ou sur YouTube. Moi, dans 2 ans, peut-être. En tout cas, je vous demande quand même, est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu vous intéresser dans une autre vie, en vrai? Aller dans l'espace. En fait, non. Okay. Mais un jour, j'ai fait petite un entraînement d'astronaute. Enfin, entraînement, c'est trop chou. C'était trop bien et je me suis dit, en fait, il y a un truc où tu marches sur un tapis, enfin, tu vois, un tapis de marche. Ouais. Et t'es en même temps, je sais pas moi, dans la t'es tenu par un harnais, et t'es un peu dans la pesanteur et j'étais là, mais est-ce que c'est ça la leur métier? Mais c'est une soufflerie, c'est ça? T'avais un gros truc? Non, même pas. C'est un espèce de trampoline et tout. Et c'était trop cool et je me suis dit, mais pourquoi j'aime pas les maths? J'aurais fait des trucs trop bien moi dans ma vie. Pourquoi j'ai pas eu une maîtrise en ingénierie spatiale? Voilà. Mais ouais, c'est fou, mais c'est vraiment le truc qui m'attire pas parce que ça me fait trop peur. Ah ouais? Genre, moi je pense que je fais partie, je sais pas si c'est un nom, mais les gens qui ont peur de l'immensité, tu vois. Ouais. Ok, ouais. Bah ça moi des fois je le ressens dans la mer. Ouais, mais je comprends. Parce que moi j'adore, mais en même temps j'ai peur. Parce que tu sais pas ce qu'il y a en dessous en fait. Ouais, tu sais pas, ça arrive. Genre ça ne s'arrête pas. C'est genre, ça se comprend. Non, mais moi ça me dérange, même les docus avec les ça me. Bah moi des fois je me dis mais. Pourquoi vous voulez aller là-bas? L'homme est très curieux. Non mais l'homme est très curieux. Il va toujours chercher plus. Ah mais on peut pas faire plus que ça, donc je comprends. Non mais je peux comprendre. J'avoue, mais moi, si j'avais eu l'opportunité, je peux être. On repasse. Ça doit être stylé à dire dans la vie. Genre, ouais, moi je vais sur Lune dans 6 mois, ouais. Mais par contre, tu dois vraiment te faire dessus hein, quand la fusée elle démarre. Par contre, ouais, même si tu le dis dans la vie, mais est-ce que t'as des amis, genre une vie de, enfin, ça doit être dur d'avoir une vie, je pense, privée. Bah ouais, j'avoue. D'ailleurs, Sophie Adno, elle est maman. Ah. Ouais, elle est maman. Ouais. Et j'avoue, j'ai vu une alliance. Donc je me suis dit, elle doit s'organiser. Parce que j'avoue, j'y ai pensé quand j'ai préparé l'émission. Je me suis dit, mais attends, tu pars 6 mois. Putain, c'est chaud et tout. En plus, elle a 2 ans de préparation. Enfin bref, c'est quand même un. Nos mamans ont du talent. Exactement. On peut être maman et faire plein de choses dans sa vie, être successful. Mais c'est pour ça qu'ici, on est super fiers d'elle. Et justement, elle sera seulement la 2e française à séjourner à bord de l'ISS. La première, c'était du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, Claudie Aigneret en 2001. Alors pour le coup, cette année, enfin dans 2 ans,
Sofiane va partir avec son collègue Raphaël Liégeois. Donc lui, c'est un spationaute belge. Il a aussi été affecté à une mission prévue à l'automne 2026 pour le coup. Alors eux, ils sont partis pour 2 ans de préparation intense. Il y a 18 mois de formation théorique avec au menu une remise à niveau dans plein de domaines comme la mécanique spatiale, la biologie, l'informatique ou encore la médecine. Donc tout ce qu'on ne sait pas faire. Et il y aura aussi plein d'heures passées dans des simulateurs grandeur nature pour se préparer au mieux à toutes ces situations. Sympa. Ok, et du coup, elle s'entraîne où ? Alors, actuellement, Sofiane No, elle est au centre de la NASA de Houston. Même ça, c'est grave stylé de le dire. Elle est au centre de la NASA là, de Houston. Les 2 prochaines semaines, je suis à Houston. Voilà. Et à attendez, il y a un blaze. C'est le Johnson. Il y a plein de gens qui ont Johnson. des t-shirts NASA. Ouais. Grave. Les Marcel, je meurs. Mais bon, ça a un blaze. Ça s'appelle le Johnson Space Center. Et c'est situé au Texas. Et pour elle, du coup, il va falloir traverser un long parcours avant de pouvoir regarder la Terre à littéralement 400 km de distance. C'est un exploit de fou. Ouais. Trop fière. Bravo. Franchement, ouais, fière. D'autant plus que pour elle, en fait, c'est un rêve de petite fille. Dans sa chambre, elle dit qu'elle avait qu'un seul poster, celui d'une fusée. C'est trop mignon. C'est vrai que moi, depuis que je suis petite, j'ai au bout de cette longue vue, le rêve d'être astronaute. Et donc, dès qu'on s'intéresse aux biographies des autres astronautes, on se rend bien compte qu'il faut être patient. En parlant de patience et des autres astronautes en France, il a fallu attendre longtemps avant de voir une femme sur ce créneau, puisque la seule avant elle à avoir réalisé 2 missions spatiales, c'est Claudie Enurit, c'était en 96 et en 2001. Moi, je me demande un truc, Leïla, peut-être que tu as la réponse. Pourquoi il y a aussi peu de femmes dans l'aérospatiale ? Est-ce qu'on est toutes nulles en maths ? Je ne pense pas. Mais c'est vrai qu'on dirait que l'espace, ça a toujours été une histoire d'hommes. Mais dans les années 2010, la NASA l'avait dit, la prochaine personne sur la Lune sera une femme et sur Mars aussi. Ouais. Donc déjà, est-ce que ça vous hype ? Bien sûr, ça hype. Mais moi, ça me hype. Quelle femme ça va pas hyper ? Fou. Parce que j'ai l'impression que l'exploration, c'est une des activités qui a été le plus dominée par les hommes, que ça soit la terre, la mer ou les airs. Dans l'histoire, les explorations de nouveaux espaces ont toujours été conduites par des hommes. Donc je suis persuadée que les hommes ont exploré la terre et que c'est les femmes qui exploreront l'espace. Donc du coup, on en parlait tout à l'heure, mais est-ce que ça vous chaufferait d'aller dans l'espace ? Genre petit aller-retour comme ça. Je suis hypée. On va parler en plus du tourisme après spatial. Ça, ouais. Pas chaude. Des petites vacances près de la Lune, pas trop. Non, pas chaude. Moi, ça me fait flipper, mais voilà. J'avoue, ça fait grave peur en vrai. De toute façon, c'est tellement impossible pour nous qu'on est là, genre, on rêve. Être prudente. Voilà. En tout cas, par rapport à ces femmes, Valentina Tereshkova, c'est la première femme qui a effectué un vol dans l'espace. C'était en 1963 et c'était seulement 2 ans après Yuri Gagarin, qui était justement le tout premier homme. Ouais, et c'était bien parti en vrai, mais bon, ligament croisé, comme on dit. Aux États-Unis, par exemple. J'ai futsal. Voilà. Et aux États-Unis, par exemple, les femmes, elles pouvaient même pas imaginer devenir astronaute parce que pour la NASA, il fallait avoir été pilote de chasse, donc militaire, donc un homme. Okay. Et vu que de base, les astronautes, ils devaient seulement piloter les vaisseaux, le pilotage était réservé aux hommes, donc un peu interdit aux femmes. Mais dans les années 80, le métier, il s'ouvre aux civils et il permet aussi aux femmes de postuler. Et en 83, on aura l'astrophysicienne Sally Ride, déjà le nom trop drôle. Donc ça sera la première américaine à aller dans l'espace. Et je regardais un truc tout à l'heure où elle racontait des trucs trop chelous. En gros, elle disait que la NASA lui avait créé un kit de maquillage pour l'espace, ou comme le fait qu'on lui ait suggéré de prendre 100 tampons avec elle pour une mission d'1 semaine. Mais tu sais que c'est trop drôle parce que on met toujours les sujets sur Instagram et moi j'ai un pote qui m'envoie, je suis sûre que vous allez parler de la femme avec ses 100 tampons. J'étais genre, c'est fou l'image qu'on a des femmes du coup. Mais c'est quoi ce Non mais une semaine. Juste vite fait, la trousse de maquillage pour faire quoi? Ouais, grave. Genre qui va mettre de l'anti-cerne sous le truc. Genre elle a pas de truc à penser là. Ouais. Non mais non. Wow. Ça on a pesanteur, elle a OK Messil. Ouais. Mais grave. Tu sais quand il s'appelle en visio, je ressemble à quoi? Non mais. Je suis morte. En tout cas, par rapport à Sally Ride, c'est fou parce qu'elle est allée dans l'espace hyper tard, alors qu'en vrai, les États-Unis voulaient y envoyer une femme presque déjà 20 ans avant elle. Bah ouais, parce que dès 1959, en gros, le responsable de la science de la vie de la NASA, donc William R. Lovelace, donc il avait décidé de tester les femmes sur des vols spatiaux en mettant en place le programme Mercury 13. Et ça s'est avéré concluant parce que 13 candidates sur 25 ont rempli parfaitement les conditions physiques et physiologiques pour suivre les mêmes entraînements que les hommes pour aller dans l'espace. Il y en a même qui ont eu de meilleurs résultats, mais ça n'a pas été concluant du tout. Parce qu'en gros, à l'époque, les mentalités, elles sont encore trop fermées et on est plus dans le délire, les hommes dans l'espace et les femmes dans la cuisine. Waouh. Et c'est vrai que quand elles ont été intégrées professionnellement, du coup, dans les métiers de l'espace,
il faut pas oublier que les hommes ont d'abord vu ces femmes-là comme des menaces, encore une fois, parce que c'est un milieu qui est très compétitif. Ouais, ils sont un peu peureux, ils ont peur de tout cela. Et du coup, pour sélectionner des astronautes, par exemple, en fait, la sélection, elle se fait via des métiers scientifiques à dominante masculine, donc comme physicien, mathématicien, chimiste, astronome ou ingénieur. Et pour postuler, il faut au minimum avoir un doctorat, comme tu l'as dit, en sciences dures, entre guillemets, comme on dit, donc les maths, la chimie, la biologie, etc. Wow. Et en France, en gros, 45% des élèves de terminale qui choisissent des spécialités scientifiques et techniques sont des filles, mais elles sont plus que 25% en licence, master et doctorat de sciences fondamentales, d'après une étude de Gender Scan de 2017. Et tout ça, en fait, c'est classique des milieux où il n'y a pas de modèle auquel s'accrocher. Du coup, aujourd'hui, le premier objectif des agences spatiales, c'est d'attirer les femmes. Ouais, et doucement, on va dire. Et pour y arriver, en fait, tous les moyens sont bons, comme quand l'Agence spatiale européenne a créé une poupée Barbie à l'effigie de Samantha Cristoforetti. Donc, c'est la seule astronaute européenne active en 2021 et en collaboration, du coup, avec l'entreprise Mattel, donc les créateurs de Barbie. Okay. Vous en pensez quoi de cette poupée? Après, moi, j'ai rigolé, mais je trouve ça trop cool parce que je pense que t'es une petite fille, tu joues avec ta poupée astronaute, t'es en mode quand même, je veux être elle, et c'est marrant, tu vois. Moi, je suis grave fan de Barbie et surtout de toutes les représentations des différentes femmes qui existent, avec tous les corps de métier et tout. Moi, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Ouais, moi, je trouve que c'est une initiative qui la fera connaître déjà auprès d'un public plus large. Et j'espère que ça inspirera les petites filles. Si vous voulez devenir astronaute, faites-le, vous y arriverez. Moi, j'en suis sûre. Et du coup, en fait, il n'y a pas beaucoup de femmes dans tout ce qui touche à l'espace parce que si elles y ont été invitées très tardivement et aujourd'hui elles sont très recherchées par les agences spatiales, donc les petites filles, on vous attend. C'est pas bouché comme métier. Voilà, on vous attend. Tout ça pour faire des équipes mixtes et le problème c'est juste que les modèles féminins manquent, donc les petites filles on vous attend. En tout cas, avec tout ce que tu nous expliques, en vrai je suis encore plus contente pour Sophie Adno parce que elle, pour le coup, elle réalise vraiment son rêve de petite fille. Sans Barbie. Sans Barbie, c'est elle, la Barbie. Peut-être qu'on la prendra comme exemple de ouf. Même dans les livres d'histoire, tu vois, dans 30 ans et tout. Ça, en plus, c'est une Française, donc ça fait plaisir, tu vois. Alors, d'ailleurs, pendant que j'y suis, en vous parlant de trucs de petite fille, c'était quoi votre métier de rêve quand vous étiez petite? Moi, princesse journaliste. Quoi? En plus, ça m'a regardé avec un sérieux, t'as peur en mode oui, quoi? Oui, je voulais être. On peut pas être les deux, genre? Ouais, je voulais être princesse et journaliste. D'accord. Bon, journaliste. T'es peut-être aussi une princesse? Aussi. T'as réalisé les deux. Voilà. Bravo. Et vous? Et toi? Moi, c'était thérapeute de couple et sexologue. Ah oui, c'est vrai, elle m'avait dit! Oui, c'est vrai! Mais attends, mais quelle petite fille pense à ça? Genre, mais non, mais j'étais en mode, dites-moi vos problèmes, est-ce que vous êtes amoureux, est-ce que... Il y a une flotte dans votre vie dès l'âge de 8 ans. Voilà. Et toi? Moi, ça a toujours été animatrice dans les médias. Putain. J'ai toujours rêvé d'être animatrice télé en étant toute petite. On est resté focus, hein. Donc, moi, j'ai raté. Non, je suis très contente. Regarde, on est toutes les trois. Écoute, et comme dirait Kurt Cobain, encore une fois, les journalistes sont des thérapeutes ratés. Mais tu sais, des fois, t'as des chroniques où tu nous fais des petites séquences médecine, etc. Ouais, et on t'écoute attentivement. Et nous, on kiffe. Mais si on a des questions, t'enverras des messages, t'inquiète. Mais de ouf, donc tu n'as pas raté ta vocation. Tu es notre thérapeute de couple, sexologue et tu n'as que 25 ans. Voilà. La vie est longue. J'ai 24 ans, j'ai 25 ans. En plus, voilà, t'es toute jeune. Et voilà, vous avez entendu, le 6 juin. 20h40, vous écoutez La Pluie et le Beau Temps, c'est l'hebdo qui débriefe toute l'actu, culture et société. On va écouter Dua Lipa French Exit, mais juste avant, on retourne quand même en 2018 avec Travis Scott qui nous dévoilait son album Astro World. Astro Thunder, c'est tout de suite sur Move. Allez, il nous reste 15 minutes, même 14. Ouais, 14. Mais t'es bonne en maths. Ouais. Est-ce que tu serais pas astronaute? Non, mais est-ce que tu voudrais pas devenir astronaute? Ça de m'inscrire à la NASA, les meufs. Okay. Ah là, j'ai compté en 2, 46, 21h égale 14. Pas, je suis chaude. Bref, vous écoutez toujours La Pluie et le Beau Temps et on débriefe toujours l'actu, culture et société. Là, on est sur l'espace, vous avez vu, avec Flo et Leïla. On est parti, on a voyagé. Mais j'ai une petite question pour vous, les filles. Est-ce que vous savez ce que c'est le skyrocketing? Non, pas du tout. Non. Alors, c'est un mot anglais qu'on utilise pour qualifier une activité qui monte en flèche. Et en fait, ça a été le cas en 2023 pour l'activité spatiale parce qu'en fait, les conquêtes spatiales se sont multipliées. En fait, entre 2013 et 2023, le nombre de lancements a été multiplié par 3. Le nombre de satellites envoyés a été multiplié par 13. Ça veut dire qu'avant, on était à 200 satellites envoyés dans les années 2013. Aujourd'hui, on en est à 2800. Donc, voilà, de 200 à 2800, je pense que vous avez capté au combien on est dans un skyrocketing.
Et du coup, le secteur de l'industrie spatiale, il est en plein boom, à tel point que celui-ci a tout simplement doublé depuis 15 ans. Aujourd'hui, il est chiffré à plus de 400 milliards de dollars et il pourrait aussi être amené à être multiplié par 3 d'ici la prochaine décennie. Alors Flo, avec toutes ces choses qui sont envoyées dans l'espace, je parle des gens, je parle des orbites, je parle des satellites, tout ça là, est-ce qu'on n'est pas en train de faire de l'espace une petite poubelle? Mais ouais, mais c'est fou, mais c'est un milieu qui doit aussi dealer avec les enjeux climatiques, à tel point qu'on se demande si ça a encore du sens en fait d'envoyer des gens dans l'espace. Mais l'espace, ça fascine un peu tout le monde d'ailleurs, surtout depuis les années 60 et le premier pas sur la Lune en 69 par Neil Armstrong. Et pour certains, ça a un caractère presque religieux en fait. En tout cas, depuis, c'est une valeur sûre de la science-fiction. Est-ce que vous, c'est votre cam, les films Tellement pas. Et vous allez me tailler, hein, et la France va m'en vouloir. J'ai jamais vu La Guerre des Étoiles. Mais moi non plus. Ouais, moi non plus, c'est parce que c'est horrible, mais ça m'intéresse pas. Au pire, j'ai pas vu. Star Trek, j'ai pas vu. Je peux pas. Les trucs là, il y avait pas un truc de enfin, je sais pas comment. Le seul truc que j'ai vu, c'est E.T. et Mars Attack. Mais même ça, j'ai pas vu. Wall-E, j'ai vu moi. Wall-E, c'est mon préf. Wall-E, c'est avec Will Smith. Non, Wall-E, le petit dessin le animé. robot du truc de Disney. Ouais. Ah bah tu vois, voilà. Et les trucs en mode Seul sur Mars et tout ça? Non, pas du tout. Ah, vraiment pas. C'est le seul truc d'espace un peu que j'ai regardé. Franchement, pas ma cam. C'est chaud, mais pareil. En tout cas, apparemment, par le biais du cinéma notamment, c'est devenu une machine à rêve, l'espace du coup. Mais des rêves hors de prix que peuvent se payer uniquement les milliardaires comme Jeff Bezos avec Blue Origin ou encore Elon Musk avec SpaceX. Évidemment, et ça, ce sont des entreprises qui sont spécialisées dans le vol spatial. Ouais, c'est ça. Et ils ont développé un tourisme spatial. Ça me paraît indécent. Ça l'est. Ouais. Ah mais oui. Mais l'idée, c'est en fait qu'il faut compter entre 200 000 et 500 millions de dollars pour un, entre guillemets, voyage dans l'espace. Je dis entre guillemets voyage parce que c'est seulement un bond en fait de quelques minutes histoire de pouvoir tester la pesanteur, mais voir un peu la Terre de haut et redescendre. Est-ce que vous kifferiez si vous aviez ce gros budget là, faire le petit bond de mais qui va poser 200 000 ou 500 millions de dollars pour faire ça en 2 minutes? Après, jamais. Les riches, ils ont tellement tout. Mais c'est n'importe quoi. Qui se disent, vas-y, je vais aller faire du trampoline pour un demi-million. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Fou, hein. Vous savez, ce matin, il y a notre extrait de La pluie et le beau temps qui est passé dans la matinale. Et Vivi, elle a demandé au gars, tu vois, si ça les chauffait et tout. Et Mike, il a dit, mais pas du tout, c'est quoi ce truc de riche et tout. Et en fait, maintenant que tu dis ça, je suis là, mais de ouf, il a grave raison. Ouais, pour moi, c'est un caprice. Genre, je peux plus aller à l'autre bout du monde, donc maintenant, je vais à l'autre bout de l'espace. Et en plus, c'est un caprice qui prend pas du tout en compte la planète parce que c'est hyper polluant. Du coup, un vol de quelques minutes, ça représente quasiment 80 tonnes de CO2. Bon, là, c'est pas parlant, mais pour donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de la quantité de CO2 émise par un Indien en 40 ans. Mais donc, c'est genre 40 ans de la vie d'un Indien. Mais pourquoi un Indien? Je sais pas, je trouve ça hyper parlant, les 40 ans. Ok. Mais bon, en tout cas, à ça... ça n'a aucun sens. Au Burundi, 37 ans et 6 mois. C'est parlant. Bon, en tout cas, il faut aussi à ça... Laissons-la finir sa chronique, merde. Mais en tout cas, à ça, il faut aussi rajouter les émissions indirectes du genre liées à la construction de la fusée et tout. Et en fait, tout ça pour une activité qui est très limitée. Pourquoi un Indien, putain? Pourquoi il est parti en Inde? Bon. Mais ça va, c'était une comparaison. On se calme, on te laisse. Mais non, mais moi j'ai besoin de voir que vous m'écoutez. On t'écoute, parce que du coup, tout ça, là, toute cette pollution, pour une activité qui est très limitée et surtout qui est très inégalitaire. Donc après, même si les offres elles se multiplient, ça reste quand même totalement niche ce truc-là. Et heureusement, parce que du coup ça inquiète certains scientifiques. Et ça c'est pas drôle Leïla. Parce qu'à cause de l'activité humaine, l'espace est devenu une grosse poubelle et il y a carrément des embouteillages. C'est très chaud. C'est pas drôle. Et en plus de ça, il y a aussi de la pollution visuelle qui empêche les astronomes de faire leur boulot tranquillement. Et c'est vrai que pour endiguer ce problème, il y a une société qui s'appelle Transastra et eux, ils ont construit carrément des sacs poubelles. Mais il n'y a rien qui... Des sacs poubelles pour l'espace. C'est notre Bah oui, mais ça paraît fou, mais je vous jure. Parce qu'en gros, c'est une question de sécurité pour éviter ce qu'on appelle le syndrome Kessler.
Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez ce que c'est ou pas? Non, c'est quoi? Tout, ma belle. En gros, c'est un scénario catastrophe qui explique qu'à force de débris, on peut se retrouver piégé sur la Terre. Et d'ailleurs, c'est ça qui a inspiré le film Gravity. Bah attends, avec toutes ces bêtises là, parce que là ça part vraiment en cacahuète. Est-ce que le plus simple ce serait pas carrément d'arrêter d'envoyer des gens sur l'espace, parce que ça va trop loin là. Je peux plus. Non, parce qu'en fait, envoyer des gens dans l'espace, c'est pas que pour le tourisme spatial, mais c'est que... Pardon. C'est magique. Vraiment, c'est trop chiant. Épique. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour sauver la planète, justement. Pourquoi? Parce que je vais vulgariser, mais en gros, plusieurs données qu'on a sur le climat, on les a eues via la conquête spatiale. Et en fait, c'est à elle aussi qu'on doit d'autres découvertes majeures. Par exemple, le recyclage, la purification de l'eau ou encore la conservation des aliments. En fait, c'est des choses qu'on a développées sur Terre, mais qui à la base ont été pensées pour survivre plus longtemps dans l'espace. Et je sais pas si ça vous parle aussi, l'overview effect. Mais c'est quoi ça encore? Franchement, en gros, non, c'est vraiment un truc fou. En gros, c'est un effet que décrivent plusieurs astronautes. Donc, c'est quand la peur, le silence et le fait de voir la Terre avec du recul, ça crée un choc cognitif. Okay. Et du coup, pour beaucoup à ce moment-là, ça a conduit à une prise de conscience écologique. Et aussi, de là, il y a deux courants qui ont émergé. Donc, il y a ceux qui luttent face à l'urgence climatique pour réduire leur impact. Et t'as ceux qui misent sur le fait d'aller habiter ailleurs que sur Terre, comme dans Interstellar, pardon. Du coup, c'est une pensée qui est beaucoup incarnée par Elon Musk d'ailleurs. Et lui, il veut grave coloniser Mars. Est-ce que vous trouvez ça réaliste qu'un jour on puisse habiter sur notre planète? En vrai, je me suis toujours dit, s'il y a des gens sur la planète Terre, pourquoi il n'y aurait pas d'autres trucs sur une autre planète? Pourquoi ce serait pas possible en vrai, tu vois? Ouais. Et je me dis que c'est pas impossible. Et lui, il est tellement riche, en fait, il est tellement prêt à tout que ça m'étonnerait même pas qu'il arrive à installer des trucs, je sais pas. Et vous quitteriez la Terre? Franchement, des fois j'ai envie, parce qu'il y a des humains là, c'est grave. Mais ce serait quoi le voyage? C'est ça en fait. Combien ça coûte? Non, comment t'emmènes ta maison? De ouf. Mais je sais pas. Après, je pense, non, je sais pas. Non, mais moi, j'arrive pas à me projeter parce que pour moi, c'est des histoires qui vont se passer dans des, je sais pas, des millénaires, ouais. Je me dis. Et en fait, je me dis, moi déjà, je me dis, j'ai du mal à me projeter sur comment est la vie, par exemple, sur un autre continent. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors j'imagine encore moins sur une autre planète. Ouais, et moi, ça me paraît fou. Enfin, genre juste fou. Je sais pas. De ouf. De toute façon, on sera mort. On sera plus là. Voilà. En tout cas, les agences spatiales, elles s'adaptent à ces nouveaux enjeux écologiques. Par exemple, la NASA, elle insiste de plus en plus sur son rôle de lanceur d'alerte. Et d'ailleurs, pour redorer son image auprès des jeunes générations, elle essaye d'être plus inclusive dans les profils qu'elle met en avant, etc. Après, en tout cas, quoi qu'on dise, on observe quand même que l'économie spatiale, ça sert beaucoup plus pour les GPS de nos voitures que pour l'observation du climat. Donc bon. Ouais, de ouf. Mais tu sais qu'en vrai, quand on y pense, c'est fou parce que l'économie spatiale, elle est vraiment menée par les tout-puissants. J'ai un exemple pour vous pour finir, les filles. Vous savez ce que c'est Starlink? Du coup, j'ai appris, mais je ne connaissais rien avant. Ouais, grave. En fait, c'est un réseau, Leïla, de satellites en orbite qui sont lancés du coup par Elon Musk. Si c'est pas lui, c'est qui? Et eux, ces satellites, en fait, ils sont là pour fournir une connexion haut débit, mais vraiment dans toutes les régions du monde, même les plus reculées, même celles qui sont hyper mal desservies par les infrastructures. Inox, il aurait pu répondre en haut de. Non, mais ouais, voilà. Et typiquement, tu vois, ou vraiment dans une région hyper reculée. Et en fait, le but, c'est de créer une constellation de satellites qui vont travailler ensemble pour fournir une couverture internet haut débit global dans le monde entier, tu vois. Ok, du coup, comment on en bénéficie de Starlink? Et à ton avis, il faut payer. Ouais, et il faut payer un abonnement et ça coûte entre 40 et 230 € par mois. Déjà, c'est quoi cette fourchette de fou? T'as capté. Mais bien évidemment, tu te doutes bien que si tu payes 230, t'as vraiment la connexion, même sous la mer, quoi, tu vois. Ouais, mais à quoi ça sert de l'avoir de la connexion? Mais même, moi, je suis désolée, genre là, la 5G, je l'ai, j'ai pas du tout l'impression. Parce que t'as pas payé le truc d'Elon Musk. Oh là là. Non, mais c'est pour ça, ma belle. Non, mais en vrai. Pauvresse. Bon, écoutez, on verra peut-être ce qui va aboutir dans quelques années. Je ne pense pas qu'on sera vivant pour ces exploits d'aller vivre sur Saturne, Jupiter. En tout cas, moi, j'y vais pas. Mais moi, déjà, je savais pas qu'il y avait des gens qui, en vrai, peut-être, je suis ignorante, mais je savais pas qu'il y avait des gens qui faisaient du tourisme spatial. Moi, je pensais que c'était un milliardaire. Non, mais je pensais que c'était un truc auquel on réfléchissait et qui arrivera plus tard, tu vois. Blague. Et non, ce n'est pas une blague. Et ouais. Comme quoi, la fiction, non, la réalité dépasse toujours la fiction. Et effectivement, et la fiction est tirée de la réalité. C'était la phrase de Sospencer pour terminer. Elle a drop the mic. Et aussi Sospencer, philosophe.
un vol spatial et l'équivalent de la vie d'un Indien. C'est pour repartir en Inde, là, c'est bon. Non, mais tu sais que je pensais qu'elle allait dire et aussi qui vole un œuf. C'est le truc. Elle aurait été capable. Florence, humoriste, on t'applaudit pour ce fou rire du jour. 20h57, la pluie et le beau temps, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez kiffé l'émission autant que nous, vous pouvez nous regarder sur l'application Radio France, mais aussi sur la deuxième chaîne YouTube de Move, en attendant qu'on revienne la semaine prochaine. Dès demain, 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Nous, on vous laisse avec un son de Metro Boomin et Guna que j'ai choisi parce que le titre est aussi lié à l'espace. Donc, on vous renvoie là-bas. Allez voir Elon Musk, passez-lui le bonjour. Space Cadet, c'est tout de suite sur Move. Exactement, si vous avez les sous. Nous, on vous dit bonne soirée, à mardi prochain. Bisous.